Voilà, bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Je m'appelle Olivier Delagarde, je suis habituellement journaliste à France Info et très heureux donc d'être avec vous pour cette deuxième réunion publique de présentation des grands enjeux de la métropole du Grand Paris, présentation de ce que l'on appelle le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. On va avoir l'occasion d'ici quelques minutes de s'arrêter un petit peu sur ce qu'est ce SCOT, ses tenants et ses aboutissants. Je vous disais que c'est la deuxième réunion publique. Effectivement, il va y en avoir 12, à un rythme assez soutenu, d'ici le 3 juillet prochain. 12 réunions sur 12 thèmes différents. La semaine dernière, nous étions à Nogent, au pavillon Baltard, pour parler des risques naturels, des risques inondations notamment. Ce soir, on va parler de la nature en ville, dans cette halle Pajol que je ne connaissais pas et que je découvre à cette occasion. Alors je salue évidemment le public ici dans Pajol, mais je salue également les internautes qui nous suivent en streaming sur le site de métropolegrandparis.fr/. Ils sont là, ils vont pouvoir poser des questions comme la semaine dernière à Nogent-sur-Marne. Quelques chiffres peut-être pour commencer, pour planter le décor, et c'est le cas de le dire. Aujourd'hui, les espaces naturels représentent 14% du territoire métropolitain. 14%, ça veut donc dire que 86% du territoire de notre métropole sont construits ou bitumés. Or, les espaces naturels sont indispensables, on va avoir l'occasion d'y revenir, que ce soit parce qu'il s'agit de réserves pour la biodiversité, parce que ce sont des îlots de chaleur qui ont une grande utilité en cas de canicule, parce qu'ils retiennent l'eau et limitent également les effets des inondations. On a vu ça longuement donc la semaine dernière. Promouvoir la nature en ville est aussi l'une des 12 orientations prioritaires de la métropole Grand Paris. Alors, l'idée de ces réunions, c'est vraiment de pouvoir répondre aux questions que vous pouvez vous poser et donc poser aux experts, aux élus qui vont prendre place d'ici quelques minutes avec moi à cette table. Poser les questions, c'est tentant aussi parfois de vouloir donner son avis afin de pouvoir garder un maximum de dynamisme à ce type de soirée. Et pour qu'on puisse prendre le maximum de questions, je vous demanderai donc d'être raisonnable, d'autant que toutes les opinions sont bonnes et vous pouvez les déposer, les faire sur la plateforme dédiée donc, du site Métropole Grand Paris. Tout de suite, j'étais un peu long, je vais appeler Patrick Ollier, le président de la métropole Grand Paris, qui va venir me rejoindre. Oui, sous vos applaudissements, vous avez raison. Bonjour Patrick Ollier. Bonjour. Alors on commence par un petit mot d'accueil. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions? Bonjour à toutes et à tous. Mais avant de commencer la réunion, je voudrais remercier le maire du 18e, Éric Lejoindre, qui est là, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être présent parmi nous. Merci Éric de nous accueillir. On va le faire venir juste après. Et merci à toute la hiérarchie de la métropole, vice-président M. Brouillet, Ivan Iskovic, qui est le pilote de sa fameuse côte. Et merci à toute l'équipe technique qui est là, d'ailleurs Valérie Luna, et tous nos animateurs du SCOT. Alors, qu'est-ce que c'est que le SCOT et qu'est-ce qu'on attend du SCOT? La métropole, c'est la métropole des maires qui représente 131 villes des 3 départements plus Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, et 7 200 000 habitants. Alors, ça ne vous dit rien comme ça, mais c'est quand même une entité qui est fondée sur la zone dense continue. C'est une entité qui est fondée sur la zone dense continue pour que les maires, ensemble, c'est la métropole des maires, voient comment on peut gérer les problèmes du quotidien de ces 7,5 millions de personnes organisées dans la densité. Ça, c'est le premier point. Et puis cette métropole aussi, elle est là pour envisager l'avenir, pour être attractive, pour créer de l'emploi. Elle est là aussi pour préparer l'organisation du territoire dans les 20 ans qui viennent. C'est le SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et ce schéma de cohérence, c'est la colonne vertébrale de cette métropole. Vous n'êtes pas très nombreux ce soir, et je le regrette vivement, parce que c'est compliqué pour nous d'intéresser les Parisiens, en l'occurrence aujourd'hui, mais aussi les Nogentais la semaine dernière,
et puis plus tard les Ruellois, etc. Et ils sont présents sur Parce Internet, Président. Oui, mais il y a des milliers d'internautes et j'en suis heureux, je les salue, bonjour. Mais Ils sont le là, problème, ils sont là, vous voyez. le problème est que on regrette, nous. On ne peut pas parler de l'avenir de la métropole, on ne peut pas en discuter parce qu'il y a une épée de Damoclès qui existe, vous le savez, et qu'on attend que le président de la République nous dise comment les choses seront organisées. Ce qui nous empêche à nous de parler d'une manière politique de l'avenir, puisque au fond, on ne le connaît pas, même si on sait que la métropole existe depuis 3 ans, qu'elle est lisible et crédible aujourd'hui, et que je ne vois pas qui peut la faire disparaître. Donc nous, on se dit, cet avenir, il faut qu'on le prépare. Et il faut que pour vous, les Parisiens, et pour l'ensemble des 131 villes, on puisse, dans ce schéma de cohérence territoriale, imaginer comment on peut, pour les 15 ans qui viennent, voir les constructions, voir le développement économique, les zones d'activité, voir la nature en ville. On va en reparler dans un instant. C'est Daniel Breuiller qui est vice-président délégué à ce sujet-là en dehors de l'environnement. Comment on peut traiter de la désimperméabilisation des sols, par exemple. Comment on peut imaginer de recréer de la culture dans le cadre de l'agriculture, hein. Bon, moi, je suis né au cul des vaches dans une ferme du Périgord. Je sais ce que c'est que l'agriculture. Vous êtes en train de spoiler mon débat, là. Hein. Oui, mais non, juste pour montrer que je connais mon dossier, c'est tout. Voilà. Et donc, toute cette colonne vertébrale que l'on va créer, les transports, bien entendu, les problèmes sociaux, etc., ça s'appelle le schéma de cohérence territoriale. Et j'arrête là. J'ai confié cette mission à Ivan Iskovitch, qui est là, qui est un jeune élu de Rosny-sous-Bois, qui est le responsable, le président du comité de suivi. C'est lui qui anime le SCOT. Et qui va prendre la parole tout à l'heure, parce que, franchement, après ce que je viens de vous dire, j'ai plus rien à dire. Oui, oui. Oh bah, voilà. C'est sûr. Donc, intéressez-vous à ce qu'on fait. Pensez que ce que nous faisons d'une manière discrète, je le reconnais, c'est votre avenir que nous construisons. Et à partir du moment où on construit votre avenir, peut-être vous pourriez vous y intéresser. Enfin, vous intéressez parce que vous êtes là, mais dites-le aux copains qui ne sont pas là. Il ne faut pas les engueuler, eux, ils sont là. Vous n'avez pas un micro, vous Non, parce que j'en ai un là, vous voyez. Je suis pistonné. Non, mais si vous voulez, parce que je vais vous expliquer la différence entre nous, Batricolier. C'est que les gens qui n'ont pas de talent, ils sont obligés de travailler plus que les autres. Ils ont des fiches. Attendez, et donc pour tenir les fiches, c'est beaucoup plus pratique. pratique. Tiens, je prends des fiches, il n'y a rien marqué dessus, c'est pas grave. Mais alors du coup, vous êtes embarrassé, vous avez vos fiches pour changer de fiches, etc. Éric Lejoindre, venez nous rejoindre sous les applaudissements, effectivement. Merci de nous accueillir. Hein. Vous êtes conseiller métropolitain, vous êtes évidemment maire du 18e arrondissement. On est chez vous. Un petit mot de bienvenue, peut-être ? Un mot de bienvenue, surtout un mot de remerciement, d'abord au président et à l'ensemble de l'équipe d'avoir choisi ce territoire pour faire ce débat. D'abord parce que le 18e arrondissement est un arrondissement parisien, mais c'est un arrondissement de la périphérie parisienne, et donc notre insertion dans la métropole est un élément essentiel pour le développement de notre territoire. Et puis parce que le fait de traiter de la nature en ville dans le 18e et dans le 18e, dans ce quartier de la Chapelle, a un sens, je crois, très particulier. On est sans doute sur l'un des territoires parisiens qui, en matière de nature en ville, présente le plus d'exemples existants déjà. D'abord parce que le 18e a toujours su conserver une part de nature et une part même d'agriculture, puisque nous sommes un arrondissement vinicole depuis que les vignes de la butte Montmartre. Oui, d'accord. Je cherchais effectivement. J'étais là, l'agriculture dans le 18e arrondissement. Mais nous effectivement. sommes un arrondissement vinicole. Effectivement. Et nous avons ici, sur ce territoire de la Chapelle, dont on parle beaucoup, souvent sans bien le connaître, une masse énorme de projets qui sont nés autour de ces questions de nature en ville, d'agriculture. D'abord, ici où nous sommes, vous en parliez, la Alpajol, qui a vu le jour il y a 5-6 ans, qui possède un grand jardin et un parc, un square. C'est déjà de la nature en ville, et à Paris, dans un territoire aussi dense que le nôtre, c'est important. Ensuite, parce que nous avons ici un certain nombre des plus belles expériences de retour de l'agriculture en ville qui existent à Paris. Un peu plus haut, la Alfred de Chapelle Internationale, avec des hectares, en tout cas des milliers de mètres carrés d'agriculture qui vont s'installer. La Caverne, où certains d'entre vous étaient, une première ferme en sous-sol, à la porte de la Chapelle, là encore. Très plus proche de nous. Paraît-il. Très spectaculaire. J'ai pas pu y aller malheureusement, mais alors on m'a dit si vous voulez acheter des champignons les endives et les champignons. des endives,
excellente et en circuit très local. Vous venez dans le 18e, c'est ici qu'on trouve de tout, avec aussi des partenaires qui ont recréé la nature en ville ici. Je pense à La Poste qui, sur le toit de son entrepôt ici, a créé... Si vous dites qu'on trouve beaucoup de Facteur champignons dans le graine. 18e arrondissement, on ne va pas forcément... De tout type, mais notamment ceux qui sont effectivement comestibles. Bref, je pense que vous avez fait un excellent choix d'être ici. C'est ici que la ville de Paris a livré sa première cour d'école Oasis, avec cette idée qu'on pouvait aussi désimperméabiliser les cours d'école. C'est à la porte d'Aubervilliers, dans ce quartier. On est ici entre les deux faisceaux ferrés, entre le faisceau nord et le faisceau est. On est sur une espèce d'île encadrée par ces énormes infrastructures de fer. Et on a ici des dizaines d'exemples de ce que peut être la nature en ville dans le futur. Donc vous avez fait, Monsieur le Président, un excellent choix de choisir le 18e pour faire ce débat. Et je voulais vous en remercier parce que je crois que nous pouvons aussi parler de nos territoires, y compris de nos territoires compliqué, c'est vrai que La Chapelle est un territoire compliqué, avec tout ce qui est là de dynamique, de positif, d'innovant, de nouveau. Et en matière de nature en ville, on a beaucoup de choses à vous montrer. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Président. Je voudrais remercier le maire parce qu'on a choisi ensemble cet arrondissement parce que vous avez des choses à nous apprendre. Tout ce que vous venez de dire le démontre. Non, mais je ne plaisante pas. Et nous, nous instruisons des bons exemples. N'est-ce pas, Dominique Albin ? Et ces bons exemples sont utiles, y compris pour la culture au passage, parce que je veux saluer la conseillère métropolitaine déléguée à la culture, qui est élue 18e, mon ami Daniel Prémel, qui est là. Et dans ce SCOT, on va essayer aussi de faire la place à la culture, même si on n'a pas une compétence directe, vous voyez. Donc c'est un ensemble de... Il y aura même une réunion publique qui sera qui ne touche pas que au musée du Bourget, la nature en ville, même si ici, c'est la nature en ville. Donc merci, maintenant on se met au travail. Merci, monsieur le maire. Mais vous pouvez applaudir, hein, vous ne vous freinez pas. Alors, on va s'asseoir, parce que je vais vous expliquer, en fait, on parlait du SCOT. Bon, on parle du SCOT, mais moi, je pense que un bon discours, quand en plus il est accompagné de quelques images qui marquent, ça marche toujours mieux. C'est pour ça que je vous propose de regarder ce petit film, et on se retrouve après pour notre débat. Avec 131 communes, 12 territoires et plus de 7 millions d'habitants, la métropole du Grand Paris fait partie des grandes métropoles mondiales. Et comme toutes les métropoles, elle doit se développer tout en assurant la qualité de vie de ses habitants. Alors pour ce faire, la métropole du Grand Paris travaille sur un SCOT métropolitain. Un quoi? Un schéma de cohérence territoriale métropolitain. C'est un document qui organise le développement de la métropole pour les 15 à 20 ans à venir. Le SCOT ne va pas se faire en un jour, il est le fruit d'un long processus. Il est élaboré par les élus de la métropole, des communes et des territoires, avec la participation des habitants, des entreprises, des associations, des experts et des techniciens. La concertation avec tous les métropolitains permettra d'alimenter le projet qui sera approuvé définitivement en 2020. À terme, le projet sera voté par l'ensemble des 209 conseillers métropolitains. C'est un document d'urbanisme qui mettra en cohérence les politiques publiques métropolitaines d'aménagement et de développement que devront respecter les communes et les territoires. Le diagnostic remis dans un premier temps aux élus a mis en avant 3 grands défis pour l'avenir. Garantir une métropole rayonnante et attractive, assurer une bonne qualité de vie à tous et répondre aux défis environnementaux. La métropole du Grand Paris est la première destination touristique au monde. Centre culturel international, elle a accueilli 24 millions de visiteurs en 2017. Avec 3 aéroports sur son territoire ou à proximité, elle est au cœur des échanges entre la France, l'Europe et le monde. Les grands équipements actuels ou en projet, comme les universités ou le futur centre aquatique olympique, participent également à son rayonnement et à son attractivité bien au-delà de ses frontières. Véritable moteur économique, la métropole génère à elle seule près du quart de la richesse française. Un dynamisme qui se retrouve dans la grande diversité de ses secteurs d'activité, notamment l'innovation, la recherche, la santé, toutes les formes d'industrie, la logistique, la finance, les médias et la culture, mais aussi par la présence de grands quartiers d'affaires. Cette économie diversifiée est toutefois marquée par des déséquilibres territoriaux importants, avec des taux d'emploi qui vont du simple au quadruple selon les territoires. La métropole, et plus largement l'Île-de-France, est aussi la première région logistique de l'Hexagone. 450 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année, majoritairement par route.
Ces flux de transport routier importants induisent une congestion croissante et impactent la qualité de l'air au quotidien. La métropole du Grand Paris concentre près de 60% de la population d'Île-de-France et près de 70% des emplois. Si son rythme de croissance se poursuit, sa population pourrait atteindre près de 7,5 millions d'habitants en 2035. La métropole du Grand Paris doit se donner les moyens d'accueillir l'ensemble de sa population, étudiants, jeunes actifs, familles, retraités, et leur garantir un cadre de vie de qualité. Le logement est aujourd'hui une question cruciale pour les métropolitains. La métropole doit permettre à l'ensemble de ses habitants de trouver à se loger sur son territoire à des prix raisonnables et adaptés. Le rééquilibrage de l'offre sur le territoire métropolitain et la construction de nouveaux logements, notamment sociaux, sont des enjeux majeurs. L'État impose un objectif de 38 000 logements neufs par an, dont une part significative de logements sociaux. Quant au réseau de transport en commun métropolitain, s'il atteint aujourd'hui ses limites, de nombreux projets sont en cours pour l'améliorer et le développer. Avec les futures lignes du Grand Paris Express, plus de 60 nouvelles gares vont être créées qui faciliteront les déplacements dans toute la métropole. Ce développement urbain ne doit pas pour autant se faire au détriment des espaces verts et naturels qui participent de la qualité de vie et de la construction d'une métropole résiliente. Logement, activité économique, déplacement, consommation. Le mode de vie urbain impacte directement notre environnement et notre santé. La métropole a donc mis en place le plan climat-air-énergie métropolitain qui prévoit de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Quant à la pollution de l'air, elle entraîne une surmortalité de 6600 décès par an. Dès juillet 2019, la métropole va instaurer une zone à faible émission dans le périmètre de l'A86 sur 79 communes pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. La qualité de vie des métropolitains peut aussi être impactée par d'autres nuisances comme le bruit, la pollution liée à certaines activités industrielles ou encore les risques naturels comme les canicules ou les inondations. Pour répondre aux défis environnementaux et prévenir les risques et nuisances, il est aujourd'hui indispensable de repenser l'organisation et le fonctionnement des villes, ainsi que la conception des bâtiments. Il faut rendre l'espace public plus paisible, mieux gérer les ressources en eau et en énergie, et sauvegarder les espaces verts et agricoles. Aujourd'hui, seuls 14% de la métropole est occupée par les milieux naturels. Enfin, la métropole se lance le défi de la gestion des déchets, avec l'objectif de traiter la moitié des déchets présents sur le territoire d'ici 2020. Ce diagnostic a été largement partagé par les habitants lors de la tournée du bus du SCOT de mai à juillet 2018. Ils se sont particulièrement exprimés sur la nature en ville, les transports et les équilibres territoriaux. Avec le projet d'aménagement et de développement durable, les élus métropolitains ont affirmé 12 grandes orientations prioritaires. Conforter une métropole polycentrique, embellir la métropole et révéler les paysages, permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique de développement, s'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir, mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la métropole, offrir un parcours résidentiel à tous les métropolitains, agir pour la qualité de l'air, renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transport en commun, conforter les fonctions productives et la diversité économique de la métropole, suivre une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets, organiser la transition énergétique, maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales. Véritable projet politique, ces 12 grandes orientations vont se traduire concrètement en règles d'urbanisme à travers le document d'orientation et d'objectifs, DOO. Un document qui servira de référence aux plans locaux d'urbanisme des communes et aux plans locaux d'urbanisme intercommunaux des territoires de la métropole. Aujourd'hui, ce sont ces 12 grandes orientations, ces 12 grands paris de la métropole qui vous sont présentés. Vous pouvez les découvrir sur notre site dédié au SCOT, mais aussi à travers une exposition et les documents mis à votre disposition pour une concertation inédite. À travers des visites de sites exceptionnels, des rencontres et 12 réunions publiques sur tous les territoires de la métropole, vous êtes tous invités à participer à ces grands paris. 12 grands paris qui vont construire l'avenir de la métropole pour une métropole plus attractive, plus équilibrée, plus durable.
vais demander aux participants à cette table ronde de venir me rejoindre, pas me laisser tout seul, et je vais vous les présenter. Nous avons des experts et des élus, bien évidemment. Alors, 3 experts. Monique Poulot-Moreau, qui est professeure agrégée, qui est ici, de géographie à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense, spécialisée dans les questions d'agriculture périurbaine et urbaine, auteur de L'invention de l'agri-urbain en Île-de-France, quand la ville se repense autour de l'agriculture. À côté d'elle, Flavie Mérand, vous êtes chargée de projet biodiversité au sein de l'entreprise Topager et attachée d'enseignement et de recherche en écologie au Muséum d'histoire naturelle. Vous avez fait une thèse en sciences de l'environnement où vous avez étudié la diversité végétale, des aménagements paysagers autoroutiers. Eh oui, il y a des paysages et il se passe des choses autour des autoroutes. Marc Barra, vous êtes écologue, chargé de mission économie et biodiversité au sein de l'Agence régionale de la biodiversité de l'IAU, de l'Institut d'aménagement urbain. Votre mission principale, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Vous avez notamment participé à la rédaction d'un guide « Bâtir en favorisant la biodiversité ». Et puis alors, de ce côté-ci de la table des élus, évidemment Patrick Ollier, Daniel Breuiller, on dit Breuiller, hein ? Breuiller, voilà. Je ne sais pas pourquoi je veux dire Breuilleur, mais non, Breuiller. Vous êtes vice-président de la métropole du Grand Paris, délégué à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager, à la politique de la nature et à l'agriculture en ville. Et puis Yvan Iskovitch, Patrick Ollier vous a déjà présenté, conseiller métropolitain. Vous êtes l'animateur du comité de pilotage de ce SCOT, maire adjoint de Rosny-sous-Bois. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser quelques questions pour commencer à propos de ce SCOT. On en a déjà parlé, mais on parle d'un schéma de cohésion territoriale, de cohésion, vous voyez, de cohérence territoriale. C'est quoi la cohérence territoriale, d'ailleurs, pour vous ? Aujourd'hui, la métropole est faite de 131 communes et qui ont, par définition, 131 façons de se développer différentes, puisqu'elles ont 131 plans locaux d'urbanisme, presque toutes maintenant, et elles ont 131 maires qui décident pour leur commune. Et on s'est rendu compte, quand on a construit cette métropole, qu'il y avait un certain nombre de sujets qu'on appelle les grands paris, les communs métropolitains, qui dépassaient un peu le cadre et les limites administratives de ces communes. La semaine dernière, on était à Nogent pour parler des inondations. Aujourd'hui, on est ici dans le 18e pour parler de la nature en ville. Un certain nombre de sujets qui dépassent largement les frontières et les compétences des maires et qui méritent d'être traités en commun pour être traités efficacement et améliorer la qualité de vie de ceux qui vivent et qui travaillent dans la métropole. Donc voilà, c'est ça le SCOT. C'est rien d'autre que ça. C'est un mot un peu techno, c'est un peu compliqué, mais c'est rien d'autre que la mise en cohérence et la façon dont on va faire ensemble des choses qu'on ne faisait pas ensemble jusque-là. Oui, mais ce qu'on va vous répondre, c'est que il y a déjà, on est ici à Paris, à la ville de Paris, et puis il y a une région. Il y a besoin d'une métropole entre les deux ? Alors, la grande différence, c'est que, comme l'a dit le président tout à l'heure en introduction, la métropole s'occupe de la zone dense continue. Dans la région, il y a plus de communes rurales et de champs que d'espaces de zones denses. C'est une réalité. La métropole, même si elle peut être agricole, elle reste une zone dense urbainement, d'un point de vue urbain, et elle reste avec ses particularités de zone dense. Et donc, le législateur a décidé que la région allait gérer la zone dense plus la zone moins dense, et que la métropole allait se concentrer sur la zone dense. Avec quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que chacun a ses compétences. Et la compétence d'aménagement du territoire, notamment celle qui nous permet aujourd'hui d'élaborer un SCOT, c'est pas la région qui l'a, c'est la métropole. Alors la région, elle prescrit des documents, elle prescrit des règles, qui sont des règles très, très globales, très vagues, très générales, et on les respecte, et on doit les respecter. Et la métropole, elle rentre en plus dans le détail sur la zone dense, c'est-à-dire les 3 départements de la Petite Couronne et Paris. Et ensuite, les communes doivent respecter ce qu'a décidé la métropole. Allez-y, Patrick Ollier, si vous voulez. Par rapport à ce que vient de dire Yvan, Lutèce, 40 hectares. Lutèce, c'était Paris. Et puis, derrière, il y avait autour, il y avait des champs, il y avait des vignes, il y avait etc. Et puis, la zone dense de Lutèce, 40 hectares, a grandi. Puis, elle s'appelait Paris, et elle s'est toujours appelée Paris. Elle s'appelait Paris jusqu'au moment où le boulevard circulaire est arrivé. Elle a
à ce moment-là, représentait quelque chose comme 10 000 et quelques hectares, je crois. Et les maires de la périphérie existaient, la démocratie a fonctionné. Mais depuis Lutèce, c'est toujours Paris qui s'est agrandi, qui a absorbé à un certain moment un certain nombre de communes. Tout à l'heure, on parlait avec le maire du 18e de Montmartre. C'était une commune. Et il y en a d'autres. Paris, c'est rien d'autre que le Grand Lutèce, finalement. Auteuil, etc., qui ont été absorbés. Et lorsque Paris est arrivé, c'est la zone dense qui continue, au boulevard périphérique. Les maires de l'autre côté, la démocratie fonctionnant, c'est nous. On a dit non, on ne veut pas s'appeler Paris. Et là, ça a commencé. Mais la zone dense, elle s'en fout éperdument de tout ça. Elle a continué à grossir. Et s'il n'y avait pas ce problème de confrontation des maires avec l'agrandissement de cette zone dense continue, eh bien, Rueil, dont je suis maire, toi, Rosny-sous-Bois, dont tu es l'adjoint, ce serait Paris. Parce que c'est la ville de Paris qui grandit, qu'on le veuille ou pas. Alors, je ne dis pas que dans 50 ans, ça sera comme ça, mais ça pourrait être comme ça. Donc, notre problème à nous, c'est de savoir comment cette zone dense, qui ne s'appelle pas Paris, mais qui est quand même l'agrandissement de cette ville qui a commencé à partir de Lutèce, doit être organisée par ceux qui en sont les responsables, c'est-à-dire les maires, pour concevoir l'avenir de toutes ces personnes d'une manière unique, à travers une unité qui est la métropole du Grand Paris, un schéma qui est le schéma de cohérence territoriale unique, et non pas 131 unités différentes qui peuvent être divergentes, qui peuvent être conflictuelles. Et plutôt que d'avoir un bazar immense à 131, il vaut mieux avoir une unité d'action à un seul. Est-ce que c'est clair? Oui, alors attendez, c'est clair, mais ça pose quand même une question. Pas de bazar à 131, Yvon Iscovitch. Il y a des élus dans toutes ces communes qui ont des étiquettes politiques qui sont différentes. Il y a des égos, sinon, si on n'a pas d'égos, on ne fera pas de politique. Est-ce que vous arrivez à mettre tout le monde à peu près d'accord? C'est au président Houllier qu'il faudrait poser cette question, puisque c'est lui, par définition, qui, en sa qualité de président, peut mettre d'accord tout le monde. Pourquoi? Parce que, ce qui me permet de parler pour lui, quand la métropole est née, elle était mise en danger par cette division politique qu'il peut y avoir entre les différents élus. Et si cette gouvernance partagée n'existait pas, la métropole n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait depuis 3 ans. Elle a permis, cette gouvernance partagée, de trouver, elle a ce mérite d'avoir trouvé le dénominateur commun qui permettait à tous d'avancer, quelle que soit leur sensibilité. Et j'ai envie de dire les dénominateurs communs. Ce soir, on va parler de nature en ville, parce que c'est quand même le sujet. La visite de la caverne tout à l'heure peut-être a permis de se rendre compte de ce que c'était vraiment l'agriculture urbaine et la nature en ville. Mais sur ce sujet-là, Olivier de Lagarde, un maire d'une sensibilité plutôt à droite et un maire d'une sensibilité plutôt à gauche, plutôt au centre ou plutôt écologiste, peuvent se mettre d'accord. Parce que ce sont des sujets sur lesquels, avant le rapport partisan, il y a un rapport à ce qu'on pense, à ce qu'on a comme conception de la ville et ce qu'on a comme conception de la métropole. Mon voisin de gauche, il pense que la métropole, elle sera d'autant plus attractive qu'elle sera verte. Et bien, figurez-vous, je pense comme lui. Ça veut dire qu'on est plus, plus raisonnable quand on est... Je voudrais terminer Ouais. ce qu'il vient de dire, parce que c'est très important. Parce que la métropole existe depuis 3 ans. J'étais parlementaire à l'époque, j'ai voté contre le texte. Parce que ce texte est indigne, au point de vue budgétaire, au point de vue organisation, au point de vue compétences. Mais j'ai pensé à l'époque qu'on ne pouvait pas se permettre de manquer de créer la métropole du Grand Paris. Parce que si on avait manqué de la créer, il n'y aurait plus de métropole, si on avait échoué. Et pour réussir, on ne pouvait pas se permettre des chicayas politiques entre la droite, la gauche et le centre. Alors que la droite, dont je suis, est majoritaire avec le centre dont tu es. Nous avons refusé de jouer la majorité. Et j'ai essayé, et ça n'a pas été facile avec mes propres collègues de droite, parce qu'ils ont eu du mal à accepter, j'ai imposé la volonté de travailler avec la gauche, et c'est ainsi que Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est ma première vice-présidente, et ça se passe extrêmement bien avec elle. C'est ainsi que mon voisin, qui était le seul maire écologiste de la métropole, est devenu vice-président à l'écologie, et je trouve que c'est très bien, parce qu'il a une compétence remarquable. C'est ainsi que Daniel Premel, qui est communiste, est devenu responsable de la culture à la métropole, et je m'en réjouis parce qu'elle fait un très bon travail, depuis 3 ans. Et puis alors, Éric, je ne sais pas ce que tu es, mais je pense que tu es socialiste. Et on travaille ensemble. Il est quoi? J'ai pas entendu. À la veille des européennes, je me renseigne quand même. Et on travaille ensemble sans aucun problème. Il y a 6 vice-présidents socialistes,
Il y a 3 vice-présidents communistes, 3 vice-présidents centristes, un vice-président écologiste, et le reste, c'est républicain. Je vous donne ma parole d'honneur que depuis 3 ans qu'on existe, on n'a jamais eu une discussion politique ou politicienne. Jamais. Si on en a, il faut me le dire, moi je m'en souviens pas. Bon, donc on ne va pas commencer ce soir. Donc on construit la métropole du Grand Paris dans l'intérêt public et tout le reste ne nous intéresse pas. Bon, une dernière question à Ivan Iskovic, avant qu'on parle véritablement de la nature en ville. Votre SCOT, là, vous le mettez au point en 2 ans. Est-ce que c'est pas un SCOT un peu à marche forcée? Moi, quand on pense à ce qui se passe à Lyon, par exemple, ils ont mis 10 ans pour faire leur SCOT. Alors on peut dire ils traînent, mais enfin, ça peut aussi donner l'impression que peut-être qu'ils réfléchissent plus, ou voilà. C'est peut-être la gouvernance partagée. Ah. C'est la gouvernance partagée qui fait qu'il y a moins d'opposition politique et donc du coup on est capable d'avancer dans des oppositions, mais qui ne sont pas des oppositions politiques, qui sont des oppositions de gens qui ne sont pas forcément d'accord, mais ce n'est pas des oppositions partisanes. Et ce n'est pas notre SCOT. Il n'appartient pas aux élus, il appartient à tout le monde. C'est le SCOT de la métropole du Grand Paris, il appartient à tous ceux qui sont dans cette salle, puisque par définition on vit tous dans le même espace métropolitain. Et Lyon a peut-être mis beaucoup de temps. Nous, je ne sais pas combien de temps on mettra pour l'adopter in fine, mais il est sûr que l'enjeu n'est pas le même. Lyon, c'est 2 millions d'habitants, la métropole de Lyon. La métropole de Paris, c'est 7,5 millions d'habitants. Alors vous ne leur dites pas aux Lyonnais, parce que ça ne va pas arranger nos affaires. C'est la première fois en France qu'on fait un SCOT pour autant de monde, pour une population aussi grande. Le fait qu'on aille vite ne veut pas dire qu'on le fait de façon bâclée, parce que les fondamentaux sont là. On a, nous, l'expérience des maires, et en se fondant sur l'expérience des maires, qui ont une idée précise de ce qui se passe dans leur commune, dans leur territoire, et en étant entourés de plein d'acteurs qui nous aident. Et je pense, et je remercie tous ceux qui nous aident, notamment pour l'élaboration de ce SCOT, notamment les agences urbanistes qui travaillent depuis des années sur ces sujets. On arrive à avancer vite. La PUR, l'IAU, qui nous aide, on arrive à avancer vite parce que le diagnostic, il est là. On l'a, ce que peut-être n'avait pas la métropole de Lyon. Daniel Breuiller, un petit mot. On ne vous entend pas. Vous confirmez ce que dit Ivan Iskovic Si vous me donnez la parole, vous m'entendrez. Hein. Ça, c'est vrai. Je confirme une certitude. D'abord, la métropolisation, ça existe, indépendamment de toute institution. Et la concentration d'humains sur un périmètre très petit pose des problèmes politiques nouveaux que nous devons assumer et regarder ensemble. Deuxièmement, les élus qui vous ont parlé ce soir sont conscients que nos destins sont liés. Et donc, je n'ai pas choisi Patrick Collier. Si ça avait été un président écolo, ça aurait été formidablement mieux. Ce sera le cas la prochaine fois. Mais c'est un bon président. On a dit qu'on ne faisait pas de politique. Mais c'est un bon président. Mais c'est un bon président parce qu'il accepte ce principe que nos destins sont liés et que donc on doit être intelligents ensemble et y travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence, et sans doute le débat de ce soir éclairera j'espère que vous n'allez pas tous être d'accord. Et de différences. Mais l'idée que nos destins sont liés nous invite à élaborer ensemble des politiques et un schéma de cohérence territoriale. Bon. Allez, on parle maintenant de notre sujet, de la nature en ville, et je me tourne un petit peu vers les experts. Comment faire entrer la nature en ville? Je me faisais cette réflexion. Finalement, pendant des centaines d'années, pendant des millénaires, l'objectif de l'homme, ça a été de se regrouper, de créer des villes pour se protéger finalement de la nature. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où il faudrait exercer un chemin inverse, c'est-à-dire détruire les villes pour retrouver une forme de confort qu'on pensait avoir créé ainsi? Monique Poulot-Moreau. Vaste question. Bonjour à tous. Attendez, j'en profite, vous êtes professeur agrégé. Oui. Bon, vous êtes marié à un agrégé. Non, je ne sais plus. Bon, alors, je pense qu'en effet, vous avez raison. Pendant très longtemps, on a pensé nature et ville comme quelque chose d'antinomique. On était véritablement sur cette idée que... Nature contre culture, enfin... voilà, on peut reprendre ces deux termes, voilà, oui, très classiques. Bon, depuis quand est-ce qu'on a changé de paradigme? Parce que c'est un petit peu ça. C'est quand même difficile de dire qu'on a véritablement changé. Je pense qu'il faudrait encore pas mal discuter là-dessus.
Et on a l'impression que c'est quand même très récent. 90, enfin les années 90, pour faire vite, si on prend les grands textes sur le développement durable, on est en plein dans les années 90. Maintenant, comment on va passer des grands textes à la réalisation? On voit que là, la question est véritablement posée. Comment arrêter d'artificialiser les sols? Parce que c'est véritablement la question majeure. Bon, si je raisonne en termes d'agriculture, la question est aussi très forte. On n'a pas cessé de faire sortir l'agriculture de la ville, puisque, bon, si on remonte au XIVe siècle ou ailleurs, Lutèce était en effet entouré de terres agricoles. Comment aujourd'hui repenser, par exemple, de l'agriculture en ville? Est-ce qu'on sait faire? C'est loin d'être évident. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments qui montrent un cheminement, mais à mon sens, on est encore loin d'avoir changé nos modèles de développement. Je prendrai un dernier exemple. On a toujours tendance à citer un certain nombre de villes américaines qui ont lancé cette reconquête ville et nature. Bon, on oublie par exemple, lorsque l'on cite toujours Détroit, que l'on a une ville en crise. Et donc, on ne peut peut-être pas comparer ce qui n'est pas comparable. Ah oui, parce qu'il faut y aller à Détroit. Voilà. Moi, je suis allé à Détroit. Voilà. Je pense que ce n'est pas... Ça donne moyennement envie, quand même. Voilà. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention lorsque l'on fait des comparaisons entre notamment les villes américaines et les villes françaises. Aussi parce que les villes américaines n'ont pas de forte densité. La situation particulière des villes européennes et des villes françaises, c'est la très très forte densité qui, sans aucun doute, amène à se poser la question un petit peu différemment. Et peut-être même des villes latines, quoi. Parce oui, que, oui, donc, à la différence des anglo-saxons, il n'y a pas de jardin à Rome. Voilà, on faisait des bien sûr, bien sûr. villes, c'était pour faire des bâtiments. Et puis la nature, elle était repoussée à l'extérieur. Marc Barra, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, merci. Un petit mot. Donc, pourquoi on a fait pendant des années les villes d'un côté et la nature de l'autre? C'est parce qu'on a considéré que la nature, c'était simplement un décor. C'était quelque chose de récréatif. C'était juste un endroit où on allait pour se balader et ça apportait rien d'autre que ça. Et aujourd'hui, le message que les scientifiques essaient de faire passer, et les élus aussi en charge de ces questions de nature en ville, c'est qu'elle nous est utile à plein des égards. La nature, elle n'est pas juste là pour faire plaisir aux naturalistes. Pardon, mais attendez, allons-y. À quoi elle sert? Ah ben, voilà, je vais vous dire. Moi, je prends généralement 3 images pour parler de la nature en ville et pour dire à quoi elle sert. Un, c'est une éponge. Ça sert à gérer les inondations, notamment en amont des villes, dans les milieux agricoles, mais en ville aussi, hein, quand on fait des surfaces végétalisées, des jardins, quand on plante des arbres, quand on met des toitures végétalisées, tout ça, ça absorbe de l'eau et c'est du ruissellement à gérer en moins. Donc si on fait des villes sans tuyaux aujourd'hui, c'est bien parce que la nature en ville rend ce service-là. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est un climatiseur. La nature en ville rafraîchit, vous l'avez dit tout à l'heure. Les fameux îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur. On n'a pas d'image, les îlots de chaleur, et donc, non, la nature crée de la fraîcheur pour combattre les îlots de chaleur. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Alors, les îlots de chaleur, hein, c'est les pâtés de maison, en gros, finalement, où la chaleur s'accumule quand il fait très chaud, et effectivement, à la campagne, il fait moins chaud, ça on le sait. Exactement, mais sans rentrer dans les détails, si on avait des images thermiques, elles parlent d'elles-mêmes, hein, où vous voyez des images entre la différence entre les bâtiments et les espaces verts, clairement, on descend de plusieurs degrés. Donc ça rafraîchit. Et la troisième image que je voulais utiliser, la nature dans les villes, c'est un filtre à particules. Donc c'est un moyen d'améliorer la qualité de l'air parce que ça absorbe des particules fines, des espèces comme le lierre, par exemple, qu'on peut mettre en façade, sont hyper efficaces pour enlever les petites particules fines qui sont les plus nocives pour la santé. Donc quand on comprend ça, quand on comprend que c'est pas seulement un décor, mais aussi une utilité, eh bien on sait que c'est un objectif vraiment de développement de la métropole. On est attentif à ce qui se Mais dit du côté des experts. C'est marrant, vous oubliez un truc qui, moi, me sautait aux yeux. La nature, ça sert pas à se nourrir? Évidemment, mais j'ai plein de collègues qui vont en parler. Et c'est ce que je mets toujours en dernier, parce qu'on a tendance à associer la nature en ville spontanément à l'agriculture urbaine et au fait de cultiver. C'est évidemment pour moi essentiel dans le sens où ça nous permet de remettre les mains à la terre. Et c'est un vecteur de reconnexion à la nature pour des urbains qui en sont déconnectés. Mais en tant qu'écologue qui défend la nature aussi sauvage pour ce qu'elle est, alors tous les services rendus, ils ne sont pas seulement rendus par l'agriculture urbaine. Et donc en fait, il faut qu'on arrive à faire coexister une nature cultivée et une nature un peu plus sauvage aussi dans les villes. Alors justement, vous voyez, c'est parfait, vous allez donner le micro à Flavie Méran, qui est à côté de vous, elle a le sien.
parce que ça me fait une transition formidable. On est d'accord, on va dire là aujourd'hui, il faut mettre plus de nature en ville. Je pense que si vous n'êtes pas convaincu, enfin vous viendrez me voir à la fin. Quel type de nature? Est-ce qu'il faut faire plus de parcs? Est-ce qu'il faut dégager des espaces où la nature doit reprendre ses droits? Ou est-ce qu'il faut cultiver des terrains pour faire de l'agriculture urbaine? Bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Je suis sûr qu'elle va vous plaire. J'ai envie de vous dire qu'en fait, c'est pas un choix de soit une solution plutôt qu'une autre. Ça va dépendre énormément du contexte dans lequel on se trouve, à l'échelle à laquelle on réfléchit, et qu'en fait, c'est l'assemblage de l'ensemble de ces solutions qui vont apporter les services dont a parlé Marc Barra juste avant moi. Donc l'idée, c'est d'essayer de concevoir la nature en ville comme un patchwork de solutions de végétalisation, plutôt que exclure une solution et en favoriser une autre. Donc l'idée, c'est pas de dire... Qu'est-ce que vous nous dites? En gros, vous nous dites il faut les trois, ou vous nous dites moi j'ai pas envie de me mouiller? Non, je vous dis il faut les trois. Je vous dis que l'agriculture urbaine ne permet pas de résoudre l'ensemble des questions, des problématiques qui se posent aux aménageurs et aux citadins. C'est une solution pour une question, mais que les autres aménagements, les parcs urbains, les rues vertes, etc., permettent de solutionner d'autres problèmes que ne résolve pas l'agriculture urbaine. Alors, si on les distingue finalement, quel est le... Voilà, on doit faire le plus et le moins. Le parc, quel est son plus, quel est son moins? Il y a des gens dedans, mais finalement, c'est pas de la vraie nature, va nous dire Marc Barra. Alors, bon, pourquoi Marc dira que moi, j'aime bien parcs faire les ne sont procès pas de la vraie d'intention. nature. Là, il faut définir ce qu'est la nature. Et donc là, on va rentrer dans un autre débat. Et je crois qu'on n'est pas forcément... non, mais parce que mais... le jardin à la française, tel qu'on oui. l'imagine, vous voyez, avec ses buis bien taillés, le château de Versailles, le nôtre, c'est merveilleux, mais finalement, c'est une nature qui est tellement domestiquée qu'on a l'impression qu'elle a perdu son côté naturel. C'est ça que je voulais dire. Eh bien, tout à fait, vous avez raison. Donc, en fait, ça fait appel à ce qu'on représente, enfin, à la représentation qu'on a de la nature et à la gestion qu'on souhaite appliquer à cet espace naturel. Donc, en ville, on parle plutôt d'espace à caractère naturel plutôt que d'espace naturel, parce que c'est des espaces qui sont totalement, pour la plupart, gérés. Mais l'idée, c'est qu'en fait, il faut réfléchir à la gestion qu'on veut mettre dans ces espaces et à la nature qu'on veut voir s'y développer. Donc il est tout à fait possible, en orientant des gestions un peu différemment, de faire venir de la nature dans la ville et donc de laisser de la place au sauvage, comme on peut laisser de la place au cultivé, tout en préservant certains usages qui seront forcément à considérer dans la conception d'un espace naturel. Mais le sauvage, ça sert à quelque chose? Bien sûr, le sauvage, ça sert à quelque chose. Mais... Je vous donne un chiffre sur justement cette comparaison entre des espaces verts très aseptisés et des espaces verts à caractère plus naturel. Sur les papillons, en Ile-de-France, on a perdu 33% des papillons en milieu urbain, donc du fait de plusieurs impacts, dont le premier est l'utilisation des pesticides, mais maintenant on n'a plus le droit, donc ça s'est réglé. Deuxièmement, c'est le niveau d'entretien des espaces verts, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un gazon tondu tous les 2 jours, enfin, j'exagère, mais à la française... Il n'y a plus de papillons. Quand vous êtes sur les un Anglais espace... aussi, attendez, ils tondent leur gazon. Hein, mais là, on est dans ce code métropolitain. On ne va pas faire le procès aux Anglais. Et quand on est dans un espace qui est tondu une fois par mois, où on laisse un peu plus de sauvage, tout de suite, les papillons reviennent. Alors, ça peut paraître très imagé de vous parler des papillons, mais c'est par ce type de pratique qu'on refait venir de la biodiversité. Et c'est mieux quand c'est tondu par des chèvres et des moutons, comme ça se passe à rue de Breteuil, dans le 7e arrondissement? Faire du pâturage, ça apporte plein de choses, y compris récréatives pour les habitants. Et je pense que vous pouvez peut-être en parler mieux que moi. Vous savez quoi, les élus aussi ont leur mot à dire. Daniel Moët, vous ayez la parole. Oui, d'abord, il y a des fonctions qu'on n'a pas soulignées qui sont très importantes aussi. Je voudrais en citer 2. La première, c'est la santé. Il y a plein d'études qui montrent que les urbains vivent mieux quand ils vivent à côté d'espaces verts, de parcs, qui soient naturels, qui soient horticoles. Voilà, c'est comme ça, on vit mieux. Peut-être parce qu'on fait partie nous-mêmes de la biodiversité, qu'au fond, c'est pas idiot de se dire qu'on a besoin de voir des arbres et même des petites bestioles, d'entendre des oiseaux ou de voir des papillons. Et le deuxième, c'est le paysage. Moi, je suis frappé, on vient de fêter un anniversaire d'Alphand. Il y a plusieurs projets métropolitains qui partent des hauteurs. On a des forts qui dessinent les lignes de crête de la métropole.
la nature dessine la métropole. On peut parler des bâtiments remarquables, mais regardez à quel point les fleuves et les coulées vertes, les lignes arborées dessinent le paysage. Donc, la métropole, on l'absorbe aussi par cette question des grands paysages, de la visibilité, des vallées, des creux et du non bâti. C'est un point qu'on ne traite pas assez et qui est quand même un point très important si on veut penser la métropole de demain. Et puis, un mot sur votre question, excusez-moi. Je trouve que c'est une question qu'à ce stade, on devrait évacuer. Est-ce que c'est mieux la nature sauvage, la nature comme ci ou la nature comme ça? Le seul sujet, pour moi, qui nous est posé, c'est est-ce que demain, par le SCOT, on aidera à ce qu'il y ait plus de nature? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de nature. Il y a trop de sols imperméabilisés. Il n'y a pas assez de toitures plantées. Il y a un déficit de mètres carrés d'espaces verts par habitant. 81 des 131 communes de la métropole sont carencées en espaces verts. Et bien sûr qu'il faut... 15,6 mètres carrés par habitant. En moyenne. En moyenne, et puis... En moyenne, mais ça veut dire, bon, la métropole, elle est située, par exemple, dans un quartier qui est sur dalle, c'est un urbanisme sur dalle, il n'y a pas un espace vert. Donc, chaque fois qu'on vient me voir pour une réunion sur la nature en ville, je dis, bon, voilà, en gros, vous voyez ici, on va essayer de faire mieux ailleurs. Ils sont dans le 13e arrondissement, au-dessus des voies de la gare d'Austerlitz. Non, mais c'est très important parce que les surchaleurs dont on parle, plus 5, plus 6 degrés l'été, quand il y a de la canicule, c'est quelque chose d'épouvantable et qui met en jeu la santé des gens. On va dépenser des sommes folles, de l'énergie et polluer un peu plus pour mettre des climatiseurs. L'année dernière, il y a eu un poste électrique qui a sauté, mais il y a plus de consommation électrique quand on branche les climatiseurs en période de canicule que pour se chauffer l'hiver. Ce serait quand même pas idiot de se dire que la nature rend les mêmes services à moindre coût et en plus avec des gains et des bénéfices supplémentaires. Donc franchement, abandonnez vos climatiseurs, plantez des arbres et nous, élus, plantons des arbres, ayant la vocation qui a été celle des constructeurs des villes il y a un peu plus de 100 ans, parce que ça fait que 50 ans qu'on ignore la nature. Voilà, donc toutes les formes de nature. Daniel Breuiller, vous savez, il y a une question qui me brûle les lèvres, mais je vais me retenir parce que je voulais passer la parole à Ivo Moscovici d'abord, mais vous allez y revenir. Mais c'est pour faire totalement écho à ce que dit Daniel. Ça va paraître devant les experts très très simpliste ce que je dis, mais pour revenir au SCOT et à ce qu'on est en train de décider pour la métropole, pour avoir de la nature en ville, de l'agriculture en ville, pour planter des arbres, ça paraît bête, mais il faut un peu de terre. Et voilà, c'était ma question. Eh ben, vous voyez, je l'ai devancé, je pense que et comment on fait avec la pénurie de foncier je vais vous répondre parce que c'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, comme quoi, Daniel le disait, il faut que dans nos politiques publiques et la façon dont on impulse une politique métropolitaine, on le permette, on le mette en œuvre. C'est pas le président de la métropole, quoique, qui va planter les arbres lui-même, c'est sûrement les maires, c'est sûrement ceux qui ont les compétences, mais le président de la métropole, il a la compétence pour élaborer un SCOT, un schéma de cohérence, qui dit déjà, quand ici il a adopté, il le dira encore plus, que, par exemple, c'est un exemple que je donne pour la nature en ville, un des nombreux exemples, mais s'il y avait un sujet sur lequel il faudrait se battre jusqu'au bout, c'est celui-là, on pourrait être monosujet, c'est la pleine terre. Et dans le document qu'on a envoyé au maire, au président de territoire, on dit il faut 10% de pleine terre sur les espaces denses et 30% sur les espaces peu denses. Alors je regarde Daniel parce qu'il va vous dire, et il aura raison, c'est pas suffisant. Mais entre ce qu'il faudrait dans l'idéal et ce qu'il est raisonnable d'avoir, on pour Daniel Breuiller, ça sera jamais suffisant. Parce que 10%, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, 10% de pleine terre dans les espaces très denses, c'est énorme par rapport à ce qui existe. Il y a des PLU, je tairai les noms, on ne sait jamais, dans lesquels il y a 0% des plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire des règles locales qui imposent, je ne sais pas, qui imposent 0%, jamais, je ne me permettrai pas de citer cet exemple-là, 0%. Ça pas de politique, on va pas foutre le bordel. 0 mètre carré de pleine terre quand on est dans l'hypercentre. Ça veut dire que si on veut faire de la nature en ville, alors c'est bien d'avoir des toitures végétalisées, des façades, mais ça ne suffit pas. Il faut de la pleine terre. Et le président, avec Daniel Breuiller, avec tous ceux qui composent l'exécutif de la métropole, ont été clairs. Si on ne va pas dans ce sujet-là, c'est même pas la peine de parler d'agriculture en ville et des actions qu'on va faire après, des transhumances et autres. Il faut, avant tout, la base de la base, c'est d'avoir de la pleine terre. Je passe devant les experts, j'espère qu'ils sont d'accord avec nous. En tout cas, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le projet de document. Alors, attendez, on va leur demander aux experts, mais quand même, Daniel Breuiller, sur cette question du foncier, hein, du terrain, c'est évidemment le nerf de la guerre. On va avoir une réunion publique sur le logement. Il va y avoir une réunion publique sur le logement. Je suis à peu près sûr
qu'on va avoir des gens qui vous disent il faut construire des logements, il faut davantage de logements. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des logements ou on construit des jardins, des parcs Vous avez envie d'habiter dans un endroit où il n'y a pas un arbre? Donc si on veut loger les gens, si on veut leur permettre de vivre et d'habiter, eh bien, il faut qu'autour des logements, il y ait effectivement des espaces de pleine terre qui peuvent être des espaces d'agriculture urbaine, occasion d'une vie sociale particulièrement riche, qui peuvent être des friches. Évidemment, les maires, en général, on n'aime pas les friches. Mais les friches, par exemple, pour les pollinisateurs sauvages, c'est formidable parce qu'ils trouvent à aller se loger là, et puis d'autres formes de vie qui nous sont très utiles. Et puis qui peuvent être des jardins. Donc, on ne peut pas dissocier. La ville, ça n'est pas... Et d'ailleurs, très souvent, on a conçu comme ça. Même dans les... Moi, j'étais maire 20 ans. En général, on fait un concours. On regarde qui paye le plus de droits à construire. Qui nous construit le programme. Plus c'est dense, plus ça paye de droits à construire. Et puis, s'il reste un petit bout de pelouse, plantez-moi 2-3 arbres. Et on appelle les paysagistes quand tout est fini. Ça, c'est fini. La métropole de demain, on doit la concevoir dans un partage et dans une discussion entre, évidemment, les architectes, les urbanistes, les paysagistes, mais aussi les écologues, pour prendre en compte l'ensemble. Donc, on peut toujours libérer de la pleine terre. Peut-être qu'il faut... Je suis écolo, je vais me faire mal voir par un certain nombre de mes amis. Peut-être parfois il faut monter un petit peu plus haut la densité, mais libérer du sol pour pouvoir avoir ces espaces de respiration qui sont indispensables à nous. Quand vous dites monter un peu plus haut, c'est faire des tours. Hein, Non, je ne parle pas de faire des tours. Il y a un autre sujet sur les tours qui méritera un débat en lui-même. Mais c'est la question de l'énergie. C'est pas une honte, attendez. Hein, non, c'est pas une honte. Allez voir à New York. D'abord, ça dépend où vous mettez la définition de la tour. Si c'est au-delà de 15 étages ou en dessous de 15 étages, c'est pas tout à fait la même chose quand on parle d'immeubles 9-10 étages ou quand on parle d'immeubles de 30, 50, 60 ou 70 étages. Mais je ne veux pas rentrer dans une polémique. Il y a un débat sur ces sujets-là. Par contre, si vous voulez, il faut laisser du sol. Il faut laisser du sol vivant. Ou il faut rendre vivant un sol désimperméabilisé. Mais on le fait dans les cours d'école, par exemple. Les cours d'école sont totalement imperméabilisés. Mais les mômes, quand c'est l'été, ils ont trop chaud. Et donc maintenant, Paris vient de lancer un programme de cours désimperméabilisés, mais la ville de Montrouge aussi. Je prends à gauche, à droite aussi, toujours dans ce souci du président de rassembler. En tous les cas, il faut avoir des objectifs. J'ai un dernier exemple. Il y a des autoroutes qui traversent la ville. Et c'est un écologiste qui va vous dire vive les autoroutes. Pas tellement pour leur fonction autoroutière et les flux de bagnoles qui nous adressent parce que là, pas mal de je ne comprenais pas bien. Là. Non, mais je vais vous dire. Parce que quand il y a une autoroute, il y a une zone non édificandie. Ça veut dire qu'il y a une bande de part et d'autre de l'autoroute où on n'a pas le droit de construire. Et dans cette bande, se sont installés de la nature, pas toujours, mais souvent de la nature. Vous avez lu la thèse de Flavie Mérand, quoi. Non, mais les gens qui sont ici sont des experts. Moi, je me nourris de la compétence. Et puis aussi de mon expérience de maire. Parce que dans 20 ans, les véhicules seront moins polluants. Et je sais très bien qu'il va y avoir des gens qui vont se dire formidable tout ce foncier à ramasser. Eh bien, les autoroutes sont les principaux corridors écologiques de la métropole. Donc moi, je souhaite qu'on fasse des autoroutes, des forêts urbaines, qu'on en fasse des signaux qui dessinent le grand paysage. La métropole a un projet là-dessus. Il l'a même présenté à l'État en disant nous proposons de transformer les autoroutes urbaines en forêts urbaines pour les inscrire durablement dans le paysage et dans une renaturation qui évite la concurrence d'autres projets. Donc, sauf à Rueil, où Rueil a déjà tellement de verdure. Eh oui, parce que le président Ollier est maire de Rueil. Donc voilà. Non, mais c'est un sujet très important. Je termine juste sur un mot. La nature ne paye pas de droit à construire, donc elle perd beaucoup de désarbitrage. Parce que j'étais maire, quand vous voulez financer une crèche, si vous construisez un peu plus densément, vous avez un peu de recettes supplémentaires qui vont vous permettre de financer d'autres besoins sociaux tout à fait justifiés. Sauf que si on laisse faire une construction de la ville, comme elle s'est faite dans les 50 dernières années, qui mange le sol, enfin qui imperméabilise le sol, qui intensifie, qui densifie et qui ne laisse pas la place, eh bien, nous aurons une métropole invivable et les cadres qui font la richesse économique, les cadres ou les salariés qui font la richesse économique fuiront, ils iront s'installer dans des métropoles régionales plus agréables. Et comme nous voulons que notre métropole reste rayonnante, attractive et agréable à vivre pour tous les gens qui y sont, nous allons trouver moyen de donner une valeur à la nature, au service écosystémique qu'elle rend, qui encore une fois sont bon marché, et surtout à la qualité de vie qu'elle procure. Et je récupère la parole, et parce que les experts voulaient s'exprimer aussi sur le sujet. Marc Barin. En tout cas, confirmé à 100% d'accord sur la pleine terre
et sur le fait que c'est la priorité pour le SCOT métropolitain. Moi, quand dans ma tête, je me dis quelle pourrait être la vision d'un SCOT idéal d'un point de vue de la nature en ville, je me dis, dans un premier temps, c'est arriver à sanctuariser les espaces qui sont déjà en pleine terre. Parce que avant de désimperméabiliser, il faut d'abord préserver ce qui existe déjà. Vous avez dit 14% des espaces de la métropole qui existent encore. Donc ceux-là, il faut les sanctuariser dans le PLU, c'est-à-dire on ne peut plus construire dessus. Et tous les maires ne bétonnent pas. Il y a beaucoup... Sanctuariser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller, mais c'est sanctuariser au titre du PLU. On ne pourra pas construire dessus. Ça, c'est la priorité, sur ce qu'il y a déjà d'existant. Et le deuxième, c'est effectivement imposer un pourcentage de nature dans tous les nouveaux projets. Alors, ce qu'on lit, c'est intéressant, ce qu'on lit dans les papiers scientifiques, les chercheurs disent qu'il faudrait entre 30 et 45% de nature minimum pour assurer la viabilité de la biodiversité. C'est énorme, mais ce serait l'idéal. Donc si déjà on commence avec 10, 30%, ça me va aussi, mais il faudrait aller jusqu'à 45%. Ça veut dire la moitié du projet réservé à la nature. 30%, c'est mieux que 10. Bon. Voilà, 30% c'est mieux que 10. Ça, c'est la deuxième chose. Pour tous les projets, ça veut dire que la délivrance du permis de construire, elle devrait être soumise au fait qu'on ait respecté un certain pourcentage de nature. Et enfin, quand on a fait ces deux étapes-là, la dernière, c'est de désimperméabiliser, effectivement. Il existe en Île-de-France et dans le Grand Paris un potentiel énorme de surfaces qui sont imperméabilisées, anciens parkings, berges, cours d'école, cours d'immeubles, etc., qu'on pourrait rendre à la nature, effectivement. Voilà. Alors, attendez, parce que le débat, là, on écoute deux débats en même temps. Moreau. Oui, bon, on ne peut être que d'accord sur cette notion de garder de la pleine terre, ça me paraît une évidence. La sanctuarisation, oui. Moi, j'irais plus loin. Je pense vraiment que, notamment avec les PLU, il y a aussi à reclasser des terres qui sont actuellement urbanisées ou bâties ou artificialisées en pleine terre. Et ça, je pense que ce serait un des signaux très très forts qu'il faudrait. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'une partie de la population de la métropole quitte la métropole? Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux? Parce que, attendez, si on construit, c'est qu'il y a aussi besoin de loger les gens. Je suis d'accord, il y a actuellement une alternative forte. Il y a à loger la population, mais il y a aussi à donner à cette population, moi j'appellerais ça de l'habitabilité, c'est-à-dire rendre la ville habitable. Et aujourd'hui, on peut se poser des questions dans certains secteurs, peut-être pas partout, mais dans un certain nombre de secteurs de la Paris métropole. Qu'est-ce que l'habitabilité? Vivre dignement, vivre bien, vivre vraiment comme on le souhaite. Donc c'est vrai qu'il y a des questions fortes. Attendez, parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que finalement, il faut souhaiter... Est-ce qu'on ne peut pas arriver au constat en disant il y a trop de monde à Paris, dans la métropole du Grand Paris, et il faut envoyer les gens ailleurs où il y a davantage d'espace. On est aussi dans des logiques où il faut absolument repenser ce qu'est un projet urbain. Certainement densifier. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec la densification partout. Je prendrai juste un exemple. L'université de Nanterre, où on est en train de nous bétonner là autour de la gare, c'est franchement un problème majeur. On va avoir une ombre portée de 10 mètres, 20 mètres même. Donc vraiment, on peut se poser des questions. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, en parallèle de la question de la nature en ville, à réfléchir ce que pourrait être une densification intelligente. Bon, j'avoue que là, je n'ai pas forcément tous les éléments en main pour aller là-dessus. Je pense que les urbanistes seraient plus à même que moi. Mais c'est vrai que l'on a véritablement une question très forte là-dessus. Soit faire des tours, bien sûr, mais même lorsque l'on est dans du pavillonnaire, et il y en a. En France, on a une tendance à faire du pavillonnaire avec une maison au milieu de la parcelle. On serait dans du pavillonnaire avec le système de Rowe à l'anglaise, même si nos amis anglais ont d'autres défauts. Le problème du mitage à la française. Donc on a véritablement des questions à se poser sur notre forme de densification qui, aujourd'hui, mange du terrain. Nous en mangeons en moyenne 3 fois plus que les pays du Nord, par exemple. Donc c'est quand même une des questions fortes. Yvan Iskovic. Oui. Pour rebondir sur ce que vous dites, on a à se le poser dès maintenant dans le cadre de l'élaboration du SCOT. La façon dont on intensifie, la question c'est pas est-ce qu'on densifie ou pas, puisque l'État et la région prévoient une certaine chiffre de... Alors nous on ne dit pas densité, on dit intensité urbaine.
parce qu'on pense qu'une ville dense, c'est pas une ville intense. Et donc nous, on veut construire une métropole intense, parce qu'on sait, et on ne va pas intensifier, parce qu'il y a déjà une intensité qui existe. On ne va pas aller plus loin que celle qui nous est prescrite par l'État, donc 10% d'intensité, de densité, de densification entre guillemets, par an, et 15% dans les quartiers qui sont les quartiers dits de gare, parce que c'est les quartiers où il y a les transports, donc on peut se permettre de densifier plus. Mais c'est comment on fait cette intensité urbaine. Et Daniel a évoqué le sujet tout à l'heure. Par définition, si on continue à construire et à accueillir autant d'habitants, de gens qui viennent travailler, qui viennent étudier dans la métropole, et qu'on veut moins imperméabiliser les sols et consommer d'espace, il va falloir monter un peu. Et donc ça, le SCOT ne le dit pas, parce que c'est les PLU qui le diront, mais un PLU qui prescrira des hauteurs trop basses par rapport à des emprises de sol qui sont celles prescrites dans le SCOT, et qui ne permettra pas de respecter les objectifs fixés par l'État, puis la région, sur la construction de logements sur la zone donnée, ce type de PLU ne serait pas compatible avec le SCOT et donc ne pourrait pas être appliqué. Ça, c'est important. Donc, on est déjà en train d'y penser. Et la deuxième chose, c'est que si on pense à la densité uniquement comme ça, c'est-à-dire uniquement par opposition à ce qui n'est pas de la densité, c'est une dichotomie, c'est difficile. Et je dis ça parce que dans le SCOT, il n'y a pas seulement la PETER, il y a plein de petits objectifs, entre guillemets, de petites règles qui nous permettent de, par-ci, par-là, désimperméabiliser les sols. Je donne deux exemples. Un, parce que c'est l'exemple majeur qu'on a. On a, comme dans toute ville, les soucis de stationnement. Et le maire, dans son PLU, il est confronté tous les jours à ces problèmes de stationnement. Parce qu'on lui dit, monsieur le maire, il n'y a pas assez de place de parking, ou monsieur le maire, le promoteur vient voir, il y a trop de place de parking, il faut... Voilà. Le maire il est confronté à ça parce qu'on est surtout en petite couronne, peut-être moins à Paris, dans ces problématiques qui sont des problématiques urbaines. Et bien nous on dit, dans le SCOT, que dès qu'on peut désimperméabiliser des zones de stationnement, il faut le faire. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose parce qu'on ne va pas détruire des immeubles qui existent déjà, on ne va pas détruire des routes qui sont déjà minérales et qui imperméabilisent le sol. Pourtant, dès qu'on pourra le faire, notamment sur des espaces de parking, on le fait. C'est cet exemple-là que je voulais donner pour vous dire qu'on peut aussi avoir conjugué la ville dense, la ville intense, et, comme vous le dites, pas seulement avoir des règles pour l'avenir, mais essayer de désimperméabiliser. Allez, le débat avance. Je peux dire quelque chose? Allez-y, Patrick Collier. Non, mais c'est ce que vous dites qui m'interpelle. Parce que dans le passé, j'ai été pendant plusieurs années responsable de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et j'étais le rapporteur de la loi Pasqua, etc. Enfin, beaucoup de choses que j'ai faites, et j'étais rapporteur du plan, notamment, et de la DATAR. Et ce qui me crucifie, c'est ce que vous avez dit, c'est que la politique nationale de notre pays, droite ou gauche confondue, tout le monde est coupable, a cassé la boussole. Et au lieu de subir cette migration interne de population qui vient sur le territoire métropolitain, on nous impose, la loi nous impose 70 000 logements à construire par an dans la région parisienne, Île-de-France, donc 39 000 par an sur la métropole. Moi, je me dis pourquoi ? Pourquoi faire tout ça pour des gens qui viennent alors qu'il n'y a pas d'emploi? Chez un emploi, il n'y en a pas. Et ils viennent, il n'y a pas de logement. C'est un peu compliqué. Et la boussole, c'était l'aménagement du territoire. Il fut un temps où il y avait, c'était à l'époque de De Gaulle, de Louvrier, etc., des gens qui réfléchissaient à des dispositions à prendre pour que les flux de personnes qui cherchent un emploi ou qui cherchent des logements soient organisés vers des endroits où on les trouvait. Et on développait des activités économiques. C'est l'idée des villes nouvelles à l'époque. Hein. Très bien. Mais malheureusement, cette politique a été complètement abandonnée. La décentralisation fait que, et ça m'a été envoyé en pleine figure par le président de la République quand j'ai donné ma démission de rapporteur parce que je ne le supportais pas, qui m'a dit « Mais mon pauvre Patrick, tu sais, on décentralise, c'est les présidents des régions qui sont les patrons, et puis l'État n'a plus rien à voir là-dedans. » J'étais outré d'entendre ça. Parce que si l'État, qui doit être un juge-arbitre, qui doit être un régulateur, n'a plus aujourd'hui les moyens législatifs et institutionnels d'être un arbitre, plus personne n'arbitre. Et plus personne ne se préoccupe de savoir, mais comment on règle ce problème de population pour lesquels on n'a ni emploi ni logement. Eh bien la solution, mesdames, c'est qu'on nous a obligés par une loi à faire 39 000 logements par an dans la métropole. Et ça densifie. Et ça bouffe des terres, de la terre pleine, ça bouffe des espaces verts. Moi, j'avais 240 permis de construire dans ma ville à Rueil-Malmaison. J'ai enfin pu passer le nom de ma ville dans le débat, c'est bien, je suis content. Le préfet m'a dit un jour, lorsqu'il s'agissait du contrat de développement territorial,
Il m'a dit, monsieur le ministre, c'est 800 logements par an. De 240 permis passés à 800 par an. Mais on est des malades mentaux dans ce pays. Bien sûr, j'ai refusé. Bien sûr, il m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je ne l'ai pas fait. J'attends qu'on m'envoie au tribunal s'il le faut. Mais on se fout de la tête des gens. C'est pas possible. Donc on ne peut pas vouloir une chose sans contraire. S'il n'y a pas quelque part un cerveau qui imagine l'aménagement du territoire au niveau national pour organiser des flux de développement économique, etc., et qu'on laisse se concentrer d'une manière naturelle. Alors je ne vais pas parler d'immigration dans d'autres domaines, on ne peut rien faire, il faut supporter. Et à nous, on nous dit, mais vous devez supporter 70 000 logements par an. Deuxième chose, et j'arrête parce que je ne vais pas refaire la politique nationale, j'ai passé 30 ans de ma vie à la faire, j'arrête. Mais je suis peiné de tout ça, parce que j'ai l'impression que moi j'ai gâché ma vie. Tout ce que j'ai fait pour rien. C'est terrible pour moi. Passons. La loi Allure. Vous connaissez la loi Allure? Madame Duflot, vous savez qui c'est? Voilà. Vous avez dit deux choses tout à l'heure sur les pavillons, les surfaces. C'est moi dans la loi qui avais créé la surface minimale de construction. C'est moi. J'étais président de la commission qui gérait ça. C'est moi dans la loi qui avait créé l'interdiction de la division parcellaire pour protéger le tissu pavillonnaire et les espaces verts de la région Île-de-France à l'époque. Pourquoi? Parce que quand on a fait son COS sur une surface comme ça, on n'a pas le droit de revendre la moitié de son terrain pour reconstruire une deuxième villa et la personne, un deuxième pavillon. On n'a pas le droit de revendre la moitié de son terrain pour construire un troisième pavillon. C'est ça que j'avais interdit, pour protéger les espaces verts qui restaient encore dans la métropole. Eh bien, Madame Duflot a supprimé la surface minimale de construction, pardon. C'était dans un territoire de la ville, dans ma ville, vers le château de la Malmaison, c'était 2000 m², sinon on n'avait pas le droit de construire. Dans l'autre partie de la ville, beaucoup plus difficile, c'était 300 m², sinon on n'avait pas le droit de construire. Maintenant, à Rueil, grâce à la loi Allure, sur 50 m², vous pouvez construire une maison. Et vous trouvez que ça arrange les choses au niveau des espaces verts? Vous trouvez que ça arrange les choses au niveau des équilibres territoriaux? Alors on peut avoir de grandes théories, on peut faire de grands développements, on peut faire de grands colloques, de grandes thèses, etc. Et quand vous avez des gouvernements qui prennent ce genre de décisions contre lesquelles nous on ne peut rien, on est obligé de les subir. Voilà pourquoi je suis en colère, madame. Patrick Ollier. Merci. Vous avez, enfin, si vous voulez applaudir, vous pouvez. Non, j'ai entendu quelques applaudissements, mais ils se cachent, ils ont peur de failloter. Il y a des questions en revanche dans la salle. On va en prendre, puis il y en a d'autres qui sont arrivés via notre compte Twitter. Allez-y, monsieur, vous avez le micro. Chose qui est importante, c'est que la loi Allure, il y avait autre chose qui a été introduite, c'est la possibilité d'exproprier pour créer de la trame verte. Et ça n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que jusqu'à 2000 quasiment, il n'y avait pas de PADD dans les PLU. Jusqu'à 2000, le PLU, c'était un droit pour la construction, et uniquement pour la construction. Il y a eu le développement durable, il y a eu l'introduction en 2000, avec la loi SRU, d'un PADD, et donc, du coup, le développement durable était pris en compte, et avec la loi Allure, il y a la possibilité de travailler sur la trame verte, et d'imposer de la trame verte. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Alors, certes, la loi Allure a supprimer les COS, mais les maires qui sont responsables des PLU pouvaient très bien créer des règles qui remplaçaient le COS. C'est-à-dire on peut créer des limites de hauteur, de l'emprise au sol, etc. On peut créer des volumes, on peut très bien faire ce qu'on veut sans aucun problème. Donc ce que je voulais dire, c'était ça. Mais surtout, ce qui m'a... je voudrais d'abord dire que je suis totalement d'accord avec la question de la pleine terre, qui est prioritaire, mais il me semble qu'il faut qu'on arrête de discuter en général. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un SCOT, c'est un document d'urbanisme et qui touche à l'utilisation du sol. C'est la traduction d'un projet de territoire sur le sol. Or, c'est quoi le sol? Pas seulement, dit Patrick Ollier. Prenez un micro si vous voulez parler. Ce qui est extrêmement important, c'est que le rapport au sol, ça renvoie à une topologie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire partout la même chose. Un règlement d'urbanisme, vous avez un plan et des règles. Or, quand vous dites 10% ça serait bien ou 30% ça serait bien, quand on regarde les cartes des communes carencées par exemple, elles sont relativement concentrées. Il y a des communes qui ont beaucoup plus d'espace vert et d'autres qui en ont beaucoup moins. Et donc cette règle, elle ne devrait pas s'appliquer comme ça. Quand on parle entre 10, 20 et 30, il faudrait qu'on applique des règles différentes suivant la carence de la commune. Et donc ça serait essentiel, et ça pourrait se mettre dans les règles du DO. C'est-à-dire si on travaillait à partir d'un vrai diagnostic, en ayant une carte précise,
on pourrait repérer là où il y a du vert, là où il n'y en a pas. Et ce que je peux dire, c'est quand on regarde les cartes établies par la PUR sur la couverture végétale, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'espaces verts qu'il y en a de recensés, par exemple, par l'agence régionale qui fait aussi des cartes d'occupation du sol. Il y a des différences importantes, des différences qui sont de l'ordre de 10 à 40 hectares par commune. Donc si on avait une bonne vision du vert existant, on pourrait le bloquer et on pourrait faire des règles qui soient en fonction de la carence. Et ça permettrait de rendre la ville vivable. Et maintenant, ça n'empêche pas de densifier. Parce que quand on regarde les situations, vous avez des quartiers ou des communes où on est à 150, 200, 300 logements à l'hectare pour les zones de construction des logements, et vous avez d'autres communes où on est à 50. Donc il y a aussi un problème de travail sur l'espace et de choix sur l'espace. C'est-à-dire que la règle, elle devrait être en fonction de l'existence ou pas de ces espaces verts. C'est-à-dire qu'on devrait densifier. Donc il ne faut pas faire une règle identique pour... Il faut une règle identique, mais avec... Il faut l'adapter à chaque territoire. Traduite sur le territoire et traduite en fonction des cartes géographiques. Et ça, c'est le rôle de l'urbanisme. Alors, le président Ollier dit que vous avez raison. Oui, vous avez totalement raison. Bon. Parce qu'on a été vite en début de cette réunion. Mais finalement, le SCOT, ce qu'on appelle le SCOT, c'est pas que des grandes orientations de cohérence, c'est aussi des cartes. Et vous avez parlé de la pleine terre, et vous avez parlé de la trame verte. Et, du coup, je me permets de dire trame verte et bleue, c'est que dans ce document que nous allons voter, il y a des cartes où on identifie les zones de carence sur le diagnostic qu'on a, et où on dit, voilà, dans ces zones-là, vous avez cité l'exemple de la pleine terre, on a les 30%, les 10%. Alors, on vous suit sur le raisonnement, vous avez totalement raison sur ce raisonnement de carence, seulement il y a un principe de réalité qui fait que parfois, si on veut adopter quelque chose qui soit acceptable par tous, il faut trouver un compromis. Vous avez totalement raison sur le raisonnement. Au final, on se rend compte que dans la métropole telle qu'elle est, il n'est pas réaliste, mais il faudrait, si on avait la logique institutionnelle qui était celle d'une gouvernance qui permette d'avoir des décisions fortes, on pourrait faire ça. Mais ce ne serait pas réaliste dans la gouvernance actuelle. Et je terminerai en disant que sur la trame verte et bleue, vous avez également raison. Les cartes que nous avons, dont je parlais, prévoient aussi des trames vertes et bleues. Et ces trames, elles se traduisent extrêmement concrètement. Je prends un exemple. Si vous avez une trame verte qui est traduite dans une carte du SCOT, et que le PLU de la commune, le PLUI, quand il est élaboré, ignore que sur les parcelles concernées par cette trame, on ignore le fait qu'il y a une trame verte qui passe là. Encore une fois, ce PLU ne serait pas exécutable et exécutoire. Et il y a un exemple, c'est la communauté d'agglomération de Lille qui a fait un SCOT. On l'a montré aux élus de la métropole du Grand Paris, ils étaient tous grand silence. Ils ont fait un SCOT avec des trames vertes et on voit la conséquence dans toutes les villes, dans toutes les parcelles, dans tous les PLUI des villes de la communauté d'agglomération urbaine de Lille, la communauté urbaine de Lille, pardon, cette traduction littérale de la carte dans la règle d'urbanisme. Donc vous avez totalement raison, et j'ai peut-être omis au début de dire que le SCOT, c'est aussi et avant tout des cartes. Bien, alors voilà peut-être... Les personnes qui ont fait les cartes, car elles existent, sont dans la salle. Hein. Alors voilà pour la pleine terre. Évidemment, hein, c'est le dossier majeur, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des alternatives? J'aimerais évidemment qu'on parle de toutes ces expériences de toits végétalisés, de même de façades désormais végétalisées. Est-ce que ça peut être une alternative? Est-ce que c'est une autre façon de refaire rentrer la nature en ville, Flavie Meyran? Alors oui, c'est une façon de faire rentrer de la nature en ville. Après, je ne sais pas si on peut employer le mot alternative, parce qu'en fait, il n'y a pas d'équivalence entre la pleine terre et une toiture végétalisée. On ne s'intéresse pas au même objet. Pourquoi? Parce qu'on est dans des conditions différentes. On va dire que la pleine terre, c'est un peu la Rolls, pour, si on veut mettre de la biodiversité, parce que c'est un système où on a un sol plutôt en bonne santé. Ça dépend des espaces, mais en tout cas, on a un vrai sol. On peut mettre des arbres, on peut avoir des dimensions d'espaces verts qui sont beaucoup plus grandes. Un bâtiment, c'est beaucoup plus limité en termes d'espace, et la biodiversité elle a besoin de beaucoup d'espace pour se développer. Donc, on ne peut pas parler d'équivalence entre de la pleine terre et un bâtiment végétalisé. C'est pas... En tout cas, en termes de réservoir à biodiversité. Par contre, un bâtiment peut contribuer à améliorer la trame verte et bleue dans des cas où vraiment on n'a pas la possibilité de mettre de la pleine terre,
ou de remettre de la pleine terre. Et donc il y a des alternatives techniques aujourd'hui qui permettent d'intégrer de la biodiversité dans des projets d'aménagement dans des milieux extrêmement contraints, des secteurs extrêmement contraints. Monique Poulot-Moreau. Pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'en effet, on ne peut pas... pour moi, ce n'est pas une alternative. Il faut les deux. Voilà, hein. On est véritablement dans une possibilité de recréer de la nature en ville grâce aux toits, grâce aux façades. Mais il est clair qu'on ne pourra pas aller vers la variété de ce que l'on avait en pleine terre. Si je prends l'agriculture en particulier, c'est évident que on ne pourra pas nourrir Paris ou la métropole avec les terres agricoles de pleine terre ou les toits qui existent aujourd'hui. Simplement, on peut apporter quelques éléments qui vont permettre de redonner du sens à l'agriculture, de discuter sur l'agriculture. Enfin, je crois que c'est ça vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'on donne à voir de l'agriculture et donc les habitants vont se poser des questions sur l'agriculture. Cette agriculture qui devient visible, on peut la critiquer, l'améliorer. On est là vraiment dans quelque chose qui permet de donner en débat, en quelque sorte. Alors, je pense à l'agriculture, mais c'est vrai, c'est la même chose pour les zones naturelles. Marc Barra, oui, il y a une question en ce sens qui est arrivée par Twitter. Les façades et toits végétalisés sont-ils des lubies d'architectes ou de vraies mesures efficaces ? C'est une bonne question. C'est vrai que comme c'est des trucs à la mode et dont on parle tout le temps, qu'on voit sur toutes les plaquettes d'architectes, on a tendance à associer la nature en ville à ça. Et par rapport à ce qui était dit avant, évidemment, la première des choses, c'est de ne pas imperméabiliser les sols et d'essayer de mettre la nature là où il n'y en a pas. Et donc faire une toiture végétalisée. J'ai visité il y a un mois des toitures végétalisées dans un écoquartier, alors qu'il y avait coché toutes les cases, mais qui était sur terre agricole. Donc, l'incohérence totale. Et c'est là qu'il faut pas être dichotomique et qu'il faut faire les deux, comme ça a été dit. D'abord, essayer de moins imperméabiliser, moins artificialiser, et ensuite, ajouter ces aménagements-là qui peuvent être extrêmement utiles. Et ça, je voulais dire un mot. On est en train de mener à l'Agence régionale de la biodiversité une étude sur 36 toits végétalisés de la métropole du Grand Paris. On va sur les toits, on fait des inventaires des espèces, on fait tout un tas de mesures, et on est en train de voir que ce sont des milieux qui contribuent vraiment à abriter une certaine biodiversité, notamment des espèces qui ne seraient pas venues sur les espaces au sol parce qu'elles y trouvent des conditions différentes, etc. Et donc il y a aussi un réel intérêt en termes de biodiversité et un intérêt en termes de rafraîchissement de la ville et de rétention d'eau. Donc c'est pas négligeable non plus, mais il faut le faire de manière cohérente. À la maison de la radio, vous savez, on a des ruches et puis on a végétalisé ces immenses toitures de ces studios. Alors tout le monde est très fier. Qui n'a pas ces ruches aujourd'hui, on est là-bas, justement. Voilà. Madame, je vois que vous avez un micro. Ça veut peut-être dire que vous voulez poser une question. Je ne sais pas si c'est une question, mais peut-être une suggestion, puisque je vois que le président Ollier est en pleine forme. Je voudrais dire deux choses. L'une, c'est par rapport aux besoins d'espace, et vous avez parlé des besoins de logement. Je voudrais juste dire qu'on a à peu près 360 000 logements qui sont sous-habités dans la métropole du Grand Paris, voire pas habités. On a un patrimoine vieillissant, et c'est vrai que les outils de l'État, que ce soit au travers du SCOT ou du PMHH ou des outils qui ont été cités, ils ne permettent pas réellement de s'emparer de ce système-là. Alors que si on s'occupait vraiment de tous les mètres carrés qu'on a produits, on n'aurait pas forcément besoin tout de suite d'aller en construire d'autres. Donc c'est compliqué de dire des choses comme ça, c'est pas intuitif, mais en tout cas, on est amené dans ces nouveaux défis à aussi trouver des nouveaux outils. Donc vous vous êtes énervé contre le gouvernement, tant je vous donne une piste de plus. Voilà. Et sur le deuxième point, sur la nature... Le premier qui a déposé un amendement pour sanctionner les logements vacants, il y a une vingtaine d'années, c'est moi. Très le bien. Premier. Alors il a été rejeté par mes propres amis. On a l'équivalent de 10 ans de production de logements neufs en logements dits vacants dans la métropole du Grand Paris. Voilà. À Paris, quand vous avez 1% du parc immobilier qui est vacant en logement, vous avez 13 000 logements qui sont vides. Et pourquoi sont-ils vides ? Ils sont vides pour des tas de raisons différentes. Ça peut être parce que les gens les louent pas, les utilisent pas, tout simplement. Ça, c'est la vraie vacance. Ils peuvent être vides parce qu'ils sont insalubres, parce qu'on a un parc vieillissant et que les gens n'ont pas les moyens de l'entretenir. Donc là, vous avez les marchands de sommeil qui se précipitent dessus. Je crois que c'est le cas dans un certain nombre de territoires bien connus. C'est assez identifié. Mais il faudrait mettre en place des lignes de financement qui arriveront un jour, mais on n'y est pas encore tout à fait.
Et puis ensuite, on a le phénomène Airbnb dans certaines situations. Hein. Voilà, c'est à peu près. Donc, et puis donc, la ce dont résidence vous me parlez, secondaire. ce ne sont pas les résidences secondaires de... Non, elles sont pas elles sont pas dans le paquet, les résidences secondaires. Mais les résidences secondaires sont un problème dans la ville dense. C'est une vraie difficulté. Et on a aussi des villes dans la métropole du Grand Paris qui ont des taux de résidences secondaires qui commencent à poser des problèmes au regard de l'efficacité de l'espace bâti. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je sais que Daniel Breuiller était à Versailles, donc tout le monde se moque de moi parce que je parle du potager du roi, mais c'est quand même un endroit intéressant puisque c'est de l'agriculture en ville extrêmement productive, puisque c'est une usine, le potager du roi. Alors ça tombe bien parce que moi j'avais envie qu'on parle un peu de Alors, je voulais simplement parler d'une exposition qui présente justement 24 agriculteurs, tous franciliens, dont la production, si on la réunissait autour d'une table, permettrait un déjeuner, parce qu'il y a tous les produits. Et donc c'est très impressionnant. Et ce qui est très très impressionnant, c'est de voir la rigueur et le sérieux de leur métier et de leur exercice professionnel. Et vous avez à côté l'école d'architecture qui présente aussi des choses très intéressantes, tout à fait différentes. Et on se dit, les deux mondes, ils sont loin l'un de l'autre. Comment faire pour qu'ils se parlent? Et j'ai posé la question au maire de Versailles, parce que je trouve qu'il a l'occasion de faire ce dialogue, parce que les exercices dont vous parlez, qui sont absolument passionnants, moi je suis comme vous, je pense qu'il faut tout prendre aujourd'hui, il ne faut pas commencer à faire des tris, mais on a quand même une difficulté qui est comment on renoue le dialogue entre les gens du monde de l'architecture, du monde du mètre carré, et ceux du monde de la nature. Voilà. Bon, merci pour cette intervention. Madame, ça tombe bien. Vous voulez rajouter un petit mot, Daniel Breuiller? Non, je voulais juste dire un mot pour boucler, puisqu'on va boucler sur les questions de la Terre, sur l'histoire des compromis. Le SCOT, ce sera forcément un compromis. Mais on ne fait pas tellement de compromis avec la crise climatique, avec les surchaleurs ou avec les risques d'inondation. Et donc, on a des solutions. Et moi, je veux juste dire ça. Il y a des solutions. Par exemple, à Villeneuve-Saint-Georges, on investit avec l'État, avec d'autres partenaires, beaucoup d'argent pour désimperméabiliser des berges. Ce sera de l'habitat en moins aussi, mais on va renaturer tout un endroit. Plusieurs dizaines d'hectares comme ça qui vont être dégagés. On parlait tout à l'heure des cours d'école. Il y a des fois des solutions très basiques. Laisser une bande plantée sur le trottoir, c'est laisser un espace à la nature qui a une valeur en termes de biodiversité, plus qu'en termes de climat, mais qui a une valeur. C'est pas juste un gadget, ça. Ça n'est pas un gadget. Ça a l'importance. Donc moi j'ai une formule, je dis il faut inventer un SCOT qui donne une nouvelle intimité entre la nature et l'urbanité. Bon, évidemment c'est une formule, réglementairement c'est un peu plus dur à traduire, mais ça veut dire qu'il n'y a pas, enfin ça n'est pas des gadgets, il faut explorer toutes les pistes. Mais, et je veux le dire puisqu'il y avait un débat entre mes deux voisins, la question la question de la pleine terre. Il suffit de réfléchir. Si vous êtes dans une ville carencée et que vous dites, parce qu'elle est déjà très dense, je vais lui imposer le moins possible de pleine terre. Par hypothèse, 10%, c'est déjà beaucoup, me dit Yvan, il a raison. J'ai été maire, je sais aussi la difficulté. Ça veut dire que là où c'est carencé, où il va y avoir un nouveau projet, on va construire à 90% et laisser 10% de pleine terre. Et là où c'est pas carencé, parce qu'on a l'histoire, la géographie, etc., on va mettre 30%. Donc là où on n'est pas carencé, on sera de moins en moins carencé et on vivra de mieux en mieux. Et là où on est carencé, dans 10 ans ou dans 20 ans, on sera encore carencé. Donc on ne peut pas refaire complètement un centre-ville. On ne va pas demander aux gens de démolir pour avoir de la pleine terre. Mais par contre, on peut dire, quand il y a des projets nouveaux, on peut réinstaller de la pleine terre plus intensément et avec plus de volonté. Mais il faut que les gens qui sont dans la salle ou sur Internet le sachent, c'est un débat politique très difficile. Très difficile. Si la métropole était une instance de rang supérieur qui fasse, comme fait l'État parfois, peut-être ce débat serait tranché. Aujourd'hui, il est très difficile à trancher avec les maires. Mais la seule question, c'est ne le décidons pas comme impossible avant d'avoir essayé. Et puis ces solutions, tu as parlé, il y a eu au pavillon de l'Arsenal un sujet sur les zones pavillonnaires. L'État nous demande de supprimer les zones pavillonnaires. Mais les zones pavillonnaires sont les principales respirations de la métropole. L'Arsenal a montré avec, je ne sais plus combien, une dizaine d'exemples, qu'on pouvait quasiment doubler le nombre de gens qui habitaient sur les zones pavillonnaires sans toucher 1 cm² de pleine terre, en créant un logement d'étudiants surélevant, etc., ou bien un logement pour le fils ou la fille qui a 20 ans, qui a envie d'avoir son studio plutôt que de vivre avec papa et maman. Donc, les solutions d'intensification, il en existe, mais il ne faut pas, pour moi, la boussole doit être non pas, comme c'est dit dans le petit film, si on peut rectifier,
de sauvegarder la pleine terre existante, mais de redévelopper de la pleine terre dans la métropole. L'équilibre sera difficile, la bataille sera difficile, j'en ai parfaitement conscience. En plus, franchement, je sais qu'Yvan est persuadé de ça. Et là, donc la question est, est-ce que ce sera possible? Ben moi, je le dis, les gens qui nous écoutent, qui regardent, il faut que chacun dise à son maire, nous avons besoin de plus de pleine terre dans ma ville qui est carencée, nous avons besoin d'îlots de fraîcheur, nous avons aussi besoin de toitures plantées où on mettra un potager. C'est très bien qu'il y ait des façades végétalisées où il y aura des bestioles qui iront se nicher, mais nous avons besoin de retrouver du sol, de la pleine terre, et il y a plein d'endroits où on peut le faire. Allez, il nous reste peu de temps. Et je voudrais... 30 secondes, oui, pardon. Pascal, parce qu'il n'a pas complètement dit ce qu'on faisait, parce que tout à l'heure on a évoqué l'eau, on a évoqué de rendre la nature à la métropole. La métropole a engagé des actions pour la réouverture de la Bièvre. Chez toi. Mais près de 5 millions d'euros. On a engagé des actions pour la réouverture du Morbras, de la Vieille Mer. Si vous savez où c'est, tant mieux. C'est vers le nord-est de Paris. C'est-à-dire que la métropole s'engage pour restituer aux territoires qu'ils avaient supprimés les cours d'eau qui permettent de faire circuler l'eau. Ça fait aussi partie des dispositions qu'on prend pour lutter contre les inondations, etc., etc. Alors, on n'a pas le temps de développer tout ce qu'on fait, mais tout ceci est dans le SCOT. Alors, plusieurs questions, peut-être des réponses courtes s'il n'y a pas de débat. Évidemment, question sur l'agriculture quand même urbaine. Il y a quelqu'un là qui pose la question et qui y va carrément. Hein. L'agriculture en ville, c'est le nouveau passe-temps des bobos ou un vrai moyen de produire de la nourriture accessible pour tous? J'ai envie de rajouter, est-ce que c'est une façon de faire rentrer la nature en ville en ayant finalement des exploitations agricoles qui peuvent être viables? Qu'est-ce que vous en pensez, les experts? Flavie Méran. Alors, c'est vrai que depuis le début, on parle d'agriculture urbaine. Il faudrait peut-être plutôt parler d'agriculture urbaine au pluriel. Il n'y a pas une seule agriculture urbaine, il y a tout un panache de solutions et qui répondent en fait à des besoins différents. Il y a des objectifs différents. Donc l'agriculture urbaine, c'est aussi bien de l'agriculture productive que des espaces qui sont plus voués à du récréatif, par exemple. Il y a une très grande diversité de solutions. Ça peut être vraiment productif ? Ça peut être productif. Alors c'est vrai que ça dépend de quelle agriculture urbaine on parle. Si on s'intéresse à la biodiversité et à la nature, on a des contraintes supplémentaires. C'est-à-dire que l'agriculture urbaine, c'est aussi des fermes hydroponiques en toiture, mais est-ce que c'est de la nature en ville? C'est pas sûr. Donc ça demande en fait de choisir quelle agriculture urbaine on veut mettre dans sa ville. Et ce qui est sûr, c'est que quand on pense biodiversité, on pense nature en ville, on a des contraintes supplémentaires d'espace, de relation de notre toiture avec l'environnement. Et donc forcément, ces contraintes se répercutent sur la production. Alors on a quand même des exemples aujourd'hui qui permettent quand même d'encourager tous les acteurs de l'agriculture urbaine qui s'engagent pour faire des espaces de production. On est quand même, en tout cas surtout à Paris, dans les premiers, en balbutie un peu, c'est vraiment les premiers projets qui sortent. Et donc, pour l'instant, ça reste quand même assez confidentiel. Mais c'est des exemples qui sont quand même encourageants et qui permettent de motiver tout un panel d'acteurs autour de ces questions. Un autre commentaire sur l'agriculture urbaine? Moi, je reviendrai volontiers sur le pluriel que Flavie a employé. C'est vrai que dans ces agricultures urbaines, on a, je pense qu'il faut aussi citer le cas des jardins, qui aujourd'hui ont retrouvé une signification nourricière et peuvent, dans certains cas, aider des populations en situation délicate à se nourrir. Et je pense qu'on a commencé à faire pas mal d'enquêtes là-dessus. Donc je pense que ça, c'est peut-être quelque chose d'assez nouveau. Je en travaille, nous, énormément autour de sur Saint-Denis ou autre, et on a là des jardins familiaux, enfin des jardins vraiment individuels, qui ont retrouvé cette vocation nourricière. Alors on n'est pas sur de l'agriculture telle qu'on a l'habitude de le dire, parce que l'agriculture, on l'imagine professionnelle. Donc déjà, il faudrait opposer entre une agriculture nourricière, presque d'autoconsommation, et une agriculture professionnelle. Dans l'agriculture professionnelle aujourd'hui, elle est également double. Et là, on n'en a pas du tout parlé, mais je pense que quand on voit le territoire de la métropole,
on voit très bien que ce que j'appellerais les franges de la métropole, on va avoir beaucoup plus de pleine terre, si je puis employer ce terme, et là, on va retrouver des exploitations agricoles de pleine terre. Alors, sans doute pas assez, c'est évident, et elles ne nourriront pas la population de la métropole. Mais on a là des exploitations qui peuvent être tout à fait rentables. Et puis, dernière chose, et je m'arrêterai là, il existe aujourd'hui, et là, je pense qu'il y aurait beaucoup à discuter, beaucoup à travailler là-dessus, la création de ce qu'on appelle les micro-fermes urbaines. Micro-fermes urbaines entre 1 et 3 hectares, surtout spécialisées dans le maraîchage la plupart du temps. Bon, là, c'est apparu, on va dire, il y a une quinzaine d'années. On peut se poser parfois des questions sur la rentabilité, notamment de ces micro-fermes. C'est vrai que les communes installent volontiers des agriculteurs sur ces micro-fermes, en se posant peut-être pas la question de combien d'heures de travail il faut pour avoir, je vais appeler le SMIC, soyons clairs, on n'est pas dans la semaine de 35 heures avec 1,5 hectare pour pouvoir vivre. Donc là, il y a de vraies questions sur qu'est-ce qu'est l'agriculture urbaine, et je pense qu'aujourd'hui, la ville peut-être ne se pose pas la question de ce que pourrait être une agriculture qui fasse vivre des agriculteurs. Parce qu'il faut qu'elle nourrisse, mais il faut qu'elle fasse vivre des agriculteurs. Il faudra la campagne à côté, hein, on est bien d'accord. Hein, j'ai surtout dit que l'agriculture urbaine ne nourrirait pas la ville. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi elle a un sens parce qu'elle relie des urbains à une activité dont ils avaient perdu avec qui ils avaient perdu le contact, et elle leur permet aussi de se poser des questions sur l'agriculture, parce que je pense que les dérives de l'agriculture actuelle sont assez nombreuses. Bon, Marc Barra, vite. Il y a une question ensuite, puis on va être obligé de conclure parce que. Juste un mot par rapport à cette question des micro-fermes. Pas dépasser 22 heures. Au-delà de l'aspect économique, elles ont de l'intérêt parce que c'est de l'agriculture urbaine en pleine terre. Et donc du coup, ça rejoint les deux. On fait une étude là sur 20 micro-fermes dans le Grand Paris où on montre que c'est de la pleine terre et en plus ça accueille pas mal de biodiversité, voire plus que dans les parcs et jardins. Donc il y a un intérêt aussi par rapport à la biodiversité. Monsieur, une question rapide, oui, la dernière. Je reviens sur ce sujet-là, mais aussi un peu sur la Bièvre, parce qu'il y a un problème avec la Bièvre. Mais je vais d'abord reprendre sur l'agriculture. Parlez bien dans le micro, parce qu'on vous entend. Je reprends sur l'agriculture. La métropole a aussi son sens en termes de surface, de découpage, parce qu'elle est inscrite dans la première couronne verte. Elle est liée à la première couronne de forêt. Et là, du point de vue de l'aménagement et de la protection des forêts, il y a toute la question de la lisière. Or, la lisière, il faut que ça soit quelque chose qui soit traité de manière assez large, et pour le traiter, quand on le fait bien, après, on peut utiliser effectivement une forme d'agriculture qui est de l'élevage, parce que c'est extrêmement important pour l'entretenir. Et ces marges de la forêt, c'est pas petit, c'est quand même assez important comme surface. Donc il y a des choses qui peuvent être développées, qui me semblent tout à fait... il y a un vrai problème de créer des éleveurs qui soient capables d'aller sur ces terrains-là. Alors je voulais revenir sur la Bièvre, parce qu'il y a un problème, c'est que la Bièvre, elle arrive un peu avant les roses, et elle s'en va dans une canalisation, qui est une canalisation d'égout, et qui est traitée par l'assainissement. Et on a un problème essentiel au niveau de l'eau, c'est que si on veut faire revenir la Bièvre vers Paris, il va falloir prendre de l'eau et pas l'envoyer à l'égout, et l'envoyer là. Alors, on a un problème de compétence. Je crois que la métropole a la compétence GEMAPI. Or, pour le moment... Elle a non seulement la compétence, mais en plus, elle a les recettes de la taxe GEMAPI. Oui, mais l'eau qui est gérée là, qui est traitée au niveau de l'assainissement, elle est traitée par quelqu'un qui ne veut s'occuper que d'assainissement, par une société qui ne veut s'occuper que d'assainissement et qui ne veut pas entendre parler des eaux de pluie et des autres eaux qui viennent justement des séparations collectives. Donc il y a un vrai problème d'intervention à ce niveau-là pour prendre en compte et gérer toute l'eau. Eh bien, merci, monsieur, pour cette intervention. Juste un mot, le dossier de la Bièvre permet justement de traiter ce sujet qui, sinon, n'est pas traité et laisse des quartiers totalement inondés. Et c'est parce qu'on va réouvrir la Bièvre qu'on va être capable de maîtriser ça. De
2,5 millions, Patrick, mais je t'anticipe sur le tronçon d'après, ça fera 5 millions. Voilà. Donc, non, mais c'est un sujet que, justement, l'intervention de la métropole permet. Et je dis juste un mot sur, pareil, on travaille avec l'ONF sur les lisières des bois, on va faire une convention. Et avec l'agriculture, nous voulons l'agriculture urbaine, mais nous voulons aussi un partenariat avec les agriculteurs dans le cadre d'une stratégie alimentaire, etc. La métropole ne se pense pas comme un isolat, elle regarde son environnement et le président Ollier nous le demande suffisamment souvent d'être ouvert à ce qui nous entoure. Et même notre SCOT doit être regardé aussi dans son lien avec les territoires qui nous entourent. On arrive au terme de ce débat. Un petit mot de conclusion, Patrick Ollier ? Non, pas conclusion, c'est Yvan qui va conclure. Ah bah c'est Yvan qui va. Pour répondre aux impératifs que la métropole s'est fixés, on parlait de l'agriculture, madame, tout à l'heure, vous avez tout à fait raison. Le problème pour nous, c'est d'essayer d'être vertueux, je ne sais pas si on y arrivera, pour résoudre les problèmes que vous avez évoqués tous les trois, la pleine terre, l'agriculture, le retour de cette agriculture rentable, parce qu'il faut qu'elle soit rentable, c'est pas facile. Et j'ai souvenir d'une dispute entre les agriculteurs dits urbains, les agriculteurs traditionnels de la région Île-de-France, au salon de l'agriculture, où on a fait organiser, tu te souviens, un colloque où on voulait mettre tout le monde d'accord. On n'y est pas arrivé. Ça s'est mal terminé. Bon, je voulais simplement dire que la métropole est en train de négocier avec les filières de la région Île-de-France sur le principe d'une action qu'on va lancer, j'espère, à la rentrée, Métropole mange sain. Parce que je veux qu'on soit capable, avec les filières des agriculteurs de l'Île-de-France, parce que c'est bien de créer de la nouvelle agriculture dans la ville, mais il faut essayer de préserver celle qui existe déjà pour pas qu'elle disparaisse autour de la ville. Eh bien, le but avec les filières, c'est de signer des conventions pour qu'on ait la certitude dans les restaurations collectives de nos écoles municipales, je ne parle pas des collèges et des lycées, que les approvisionnements sont des approvisionnements de qualité avec des signes d'identification tout à fait avérés, IGP, AOP ou AOC, peu importe, de telle sorte qu'on puisse parler de ce rapport entre l'agriculture autour de la ville de Paris et de la métropole, et des enfants dans la restauration collective qu'on peut nourrir grâce à cette agriculture-là. Vous voyez, on est en train de faire ça aussi. On est en train de négocier, tout à l'heure je l'ai dit, je le répète, avec les agriculteurs de l'amont de la Seine, pour qu'ils puissent faire en sorte d'autoriser leur culture à être dévastée par l'eau en surinondation pour éviter d'endommager plus Paris et les villes endommagées. Eh bien, ça va coûter cher à la métropole. Et avec Christophe Hiré, qui est le président de la Chambre d'agriculture régionale, on s'est vu il y a 15 jours, on va se revoir la semaine prochaine, on est en train de trouver un accord, et le préfet de région nous aide pour pouvoir trouver un accord qui va avoir des conséquences financières. C'est-à-dire que l'agriculture, on la met au centre de nos préoccupations, qu'elle soit à l'intérieur de la métropole, mais aussi à l'extérieur. Yvan Itzkovitch, le mot de la fin. Et pardon, peut-être avant aux internautes là, qui ont envoyé, il y avait des questions intéressantes. On n'a pas le temps de toutes les traiter, mais vous savez à quoi on reconnaît un bon débat, c'est quand on sort et qu'on est un petit peu frustré. J'en ai pour près 1 heure de conclusion, donc j'espère que vous êtes prêts. Et je vais juste vous dire que je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle réunion de concertation et une visite des ateliers Médicis. La métropole, c'est aussi des quartiers qui étaient en difficulté, qui le sont toujours. Et on essaye, avec les politiques métropolitaines, de rééquilibrer, de leur redonner un nouveau souffle, avec des équipements métropolitains culturels, notamment les ateliers Médicis, qui vont venir voir le jour sur le territoire de Clichy-Montfermeil. Donc je vous donne rendez-vous samedi après-midi à Clichy-sous-Bois. Et ben voilà, on se vous donne rendez-vous donc vendredi après-midi, fin de ce débat. Applaudissements pour nos élus, nos experts. Passez une excellente soirée. Au revoir les internautes.